20 et un Payet à je ne sais combien de millions d'euros, et que moi tu me donnes tant et que tu leur donnes le double, parce qu'en termes de salaire aussi, j'arrivais pas à l'ancienne. Ça se passe bien, donc je me dis j'y suis dans le 23. Et j'apprends le jour où il donne la liste. Et c'est quoi la... Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Baller Instinct, l'émission 100% football. Installez-vous confortablement, ça va bien se passer aujourd'hui. Émission de qualité. J'ai l'honneur et la chance d'avoir avec moi Fouad Kadjir, qui a eu la gentillesse de répondre à l'invitation. Comment tu vas, mon ami? Ça va très bien, merci. Écoute, enchanté, vraiment une fierté de te recevoir sur Baller Instinct. J'ai beaucoup de questions à te poser. On va retracer un petit peu ton parcours, un parcours atypique. Parce que toi, tu n'as pas fait de centre de formation. Non. Donc toi, tu as commencé ta carrière directement à Martigues. Et si je me trompe pas, ton premier club, c'était la MED. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vécu mes 5 premières années à la MED. Donc ma première licence, j'avais pas l'âge. Mon père a fait le forcing. Ok. Parce que j'étais déjà pas mauvais, on va dire. Okay. J'avais quelques qualités déjà, donc il a fait le forcing, il s'entendait bien avec le président du club, donc il m'a fait ma première licence à 5 ans, alors que normalement c'était 6 ans à l'époque. C'est ça, exactement. J'ai joué ma première saison à 5 ans. À ce moment-là, tu te dis quoi? Je fais du foot pour faire du foot, c'est pas... Ah oui, non. À cet âge-là, on n'est pas dans le... À cet âge-là, et à cette époque-là, il n'y a pas de projet Mbappé ou de je sais pas quoi, comme aujourd'hui. C'est vraiment le plaisir, le ballon à quasiment H24. Ok, donc toi tu jouais beaucoup au ballon à la maison, tu as une famille de footeux? Mon père. Okay. Mon père, il a pas joué au haut niveau, mais il a toujours aimé le foot. Aujourd'hui encore, des fois, il te regarde des matchs de championnat de Chine, Ah ouais. Ah ok, d'accord. Je crois qu'il est encore plus passionné que moi. Ok. Donc, ça vient de là. C'est intéressant, ça. C'est bien. Ça commence bien. Donc, tu fais ta formation à Martigues, ok, jusqu'à tes 18 ans. Et ensuite, tu pars à Gignac. C'est ça. Donc, tu fais un an à Gignac. Gignac est pas très très loin, de Martigues, entre guillemets. Pourquoi Gignac? Ben, en fait, pour tout expliquer, j'arrive à l'âge où les moins de 18 ça passe 3 ans en fait. Tu sais que normalement chaque catégorie c'est 2 ans. Ouais. 2 ans. Moi à mon époque c'était 2 ans de moins de 14, 2 ans moins de 16. Ouais, et là on arrive à un moment où ça passe à 3 ans. Okay. Moins 18. Et moi, ma 3e année de moins de 18, j'ai Gignac qui me propose de venir parce que il y a une bonne petite équipe. Et j'ai le mari, pour te raconter toute l'anecdote, j'ai le mari de ma cousine qui joue avec la première. Et qui me dit viens, il y a une pelouse, ça va te changer des terrains en terre. À l'époque on jouait sur la terre, on jouait pas sur le synthétique. Ouais. Donc viens, ça va changer, il y a une bonne pelouse, le coach le connaît, il a envie que tu viennes et tout. Donc ça s'est fait comme ça, par le biais du mari de ma cousine. Ok, donc tu fais un an à Gignac et de Gignac tu signes à Beaucaire. Donc Beaucaire c'est comment? Tu te fais repérer ou c'est Beaucaire? Non, c'est les contacts de mon père. Okay. Tout simplement. Le père quand même il est présent, il est très présent et je le remercie encore aujourd'hui parce que sans lui je pense que j'aurais pas pu faire la carrière que j'ai faite. Okay. Il a un ami qui joue avec la réserve qui joue avec la DH, avec la réserve de Beaucaire qui est en national, la première internationale, la réserve est en DH. Il a un ami à lui qui joue avec la DH et qui parle au coach, qui dit ouais, j'ai le fils d'un ami qui est vraiment pas mauvais, qui a du ballon et tout, ça te dit de le voir. Il me dit ouais, pourquoi pas. Donc je vais faire 2-3 entraînements, ça se passe super bien et la semaine d'après je signe là-bas quoi. Ok, d'accord, mais le niveau c'était comment? Tu sentais une différence quand même arrivé Oui, surtout que moi sur l'année que je fais à Gignac, je finis la saison avec la première. Avec l'équipe première qui est en première division de district. Donc j'avais quel âge à ce moment-là? 17? J'avais 10, c'est l'année de mon bac. Ouais, j'avais 18. Entre 17 et 18 ans. Ouais, c'est ça. Et donc du coup oui, je sens que je monte en gamme quand même. Okay. Je passe de la première division de district à la surtout que tu joues au milieu de terrain. À la DH en plus, ouais, voilà. Donc ouais, je sens qu'il y a quand même un niveau au-dessus quoi. Donc tu signes à Beaucaire en DH, donc réserve de nationale et tu fais pas l'année en nationale toi. Donc après de DH, tu signes directement à 3. C'est ça. En fait, cette année-là, la nationale fait une saison catastrophique. Ils finissent derniers, ils sont relégués dès le mois de février ou le mois de mars. Okay. J'arrive à accrocher des entraînements avec eux. Okay. C'est Jean-Jacques Edely, le coach, ancien Marseillais, qui a gagné la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Je crois. Ça c'est pas mal génération. Ouais, je crois que c'est pas de bêtises. Et il me prend l'entraînement et ça se passe super bien. Mais bon, malheureusement, l'équipe descend en CFA. Quand on fait la reprise avec la CFA, il y a un problème d'argent. De la DNCG. D'accord. Problème de DNCG, le club est rétrogradé en CFA2. Okay. Et là, j'ai l'opportunité, encore une fois, grâce à mon père, c'est un ami de mon père, de faire un essai à 3 avec les stacks en réserve.
Et comment il se passe l'essai Ça se passe super bien, surtout que cet été-là, il y a Karim Ziani et Rafik Saifi qui sont en partance, qui veulent quitter les sacs. Ils sont avec la première, ils sont avec la Ligue 2. Ok. Ils veulent partir et comme ça se fait pas tout de suite, du coup, pour les matchs amicaux, le coach ne les prend pas, donc il les envoie avec mon CFA. Donc la chance que j'ai, c'est que quand je fais l'essai avec les stacks en Tu CFA, joues avec eux. sur le match amical, j'ai à mes côtés Karim Ziani et Rafik Saifi. Donc en tant qu'Algérien, t'imagines bien que j'ai 18 ans, j'arrive, 18-19 ans, j'arrive, je vois Rafik Saifi et Karim Ziani à mes côtés. Et le match se passe super bien parce que il y avait de la qualité, et ça s'est bien passé. Bien sûr. Et donc l'essai est concluant et je signe à 3. Ok. Et du coup, tu signes à 3 en CFA et tu restes combien de temps à 3 avant de Je fais une saison et demie. Je fais ma première saison en CFA, je fais la deuxième, je fais que 6 mois. Je mets, je crois, 6 buts sur les 6 premiers mois, 6 ou 7 buts. Ok. Et là, j'ai l'opportunité de passer un échelon, on va dire, et c'est là que... C'est ça. L'échelon, il commence au moment où tu signes à Cannes, en national. Donc, tu passes de CFA à national. La marche, elle est comment? Tu penses que c'est accessible? J'ai n'importe quoi. Un bon joueur de CFA, tu penses qu'il peut jouer en national ou vraiment c'est un step au-dessus quand même? Oui, je pense qu'un bon joueur de CFA peut jouer en national. Ok. Donc là, tu fais tes saisons à Cannes. C'est quoi qui change entre la CFA et la nationale? C'est plus physique, c'est plus tactique, c'est des athlètes en vrai. Quand tu es en national, maintenant, ils sont tous. Ouais, c'est ça. Le national, c'est un peu l'antichambre professionnelle. Les mecs, ils s'entraînent tous les jours. C'est leur métier, ils sont sous contrat, donc ouais, c'est vraiment. Et puis c'est un championnat. Encore plus à l'époque où moi j'y étais, parce que bon, ça a un peu évolué, ça c'est quand même un peu mieux au niveau technique, on va dire aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment un championnat très très physique. Et là, je sens que vraiment, je passe vraiment chez les hommes, quoi. Ok. Et les entraînements, c'était tous les jours à partir de ce moment-là? Ouais, tous les jours. Et en CFA, c'était combien de temps? C'était quasiment pareil, hein. Ouais. Vu que c'était une réserve pro, on s'entraînait quasiment tous les jours. On avait un jour ou deux de repos par semaine, pas plus. Ok, d'accord. Et à partir de ce moment-là, donc en national, est-ce que tu vis du foot? Oui. Est-ce que ça permet de vivre pas convenablement, mais tu vis quand même du foot, quoi? Ouais, c'est ça. On est sous contrat, on a un salaire. Surtout qu'on est dans un club où il y a quand même un budget qui est assez intéressant. Donc ouais, c'est à partir de ce moment-là que tu commences vraiment à vivre du football. Ok, c'est intéressant, super. Donc tu fais 3 saisons à Cannes, hein, si je me trompe pas. Tu es rapidement titulaire, donc ça se passe super bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Changement complètement de vie. Tu signes à Amiens, ton premier contrat pro. Donc à 23 ans, donc tu fais tes 24 ans à cette période-là. Tu signes à Amiens. Donc encore une fois, tu montes encore une fois à la marche. Comment ça se passe au niveau de ce transfert? Comment tu es approché par Amiens du coup? Ça se passe super bien. Comme tu l'as dit, je sors de mes saisons pleines en national. J'ai le coach Ludovic Batelli qui est intéressé par mon profil. Ça se fait assez rapidement. Et c'est vrai que je m'impose aussi assez rapidement. Je savais pas où je mettais les pieds parce que moi j'avais jamais connu ce niveau-là, mais voilà, je venais du national où j'enchaînais les matchs. Il y a pas énormément de différence entre un très bon club de national et un bon club de Ligue 2. Donc voilà, ça s'est fait instinctivement, pardon, ça se fait naturellement et vraiment j'ai passé deux bonnes années à Amiens. Ok, et dans les vestiaires, comment ça se passe quand tu arrives dans un club de Ligue 2 et toi tu arrives de national? Il y a des égos, comment ça se passe? Tu es bien accueilli? C'est compliqué quand toi tu arrives, en plus tu es jeune, tu arrives au milieu de terrain, je sais que c'est entre guillemets les postes les plus importants, c'est là où il y a souvent les anciens, les joueurs qui ont le plus de vécu. Comment ça se passe toi quand tu arrives là-bas? Est-ce que tu es bien accueilli? Tu sens un petit peu de... Non, moi quand j'arrive là-bas, ça se passe super bien parce que le groupe est assez jeune, donc j'ai quand même quelques gars de mon âge. Après, comme dans tous les groupes, il faut savoir montrer ce qu'on sait faire sur le terrain, tout simplement. Et puis moi, la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours atypique. Donc à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau club, j'avais tout à prouver. Exactement. J'avais rien à perdre. Ouais. Donc j'avais les dents longues, j'avais les dents qui touchaient le sol. Donc moi, quand j'arrive de national, j'arrive en Ligue 2, je découvre la Ligue 2. J'arrive, c'est pour m'imposer, c'est pas pour dire c'est bon, je suis un joueur de Ligue 2 ou j'ai signé en Ligue 2, c'est exceptionnel. Et c'est ce qui se passe, quoi. J'arrive, je m'impose assez rapidement et il faut montrer ce dont tu es capable sur le terrain. Une fois que tu montres ce dont tu es capable sur le terrain, tu peux être que respecté après. Bien sûr, et je comprends, mais en plus pour moi personnellement, c'est compliqué parce que comment tu fais? Tu arrives je pense, hein, sur toute l'équipe d'Amiens, combien il y en a eu qui ont eu ce parcours-là? Pas de centre de formation, qui débute, qui fait toutes les marches et qui arrive justement. Il n'y en a pas énormément, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément, il y en a très peu. C'est pour ça que c'est une force en plus. C'est ça. Que tu as réussi plus que certains, c'est que tu as jamais lâché. Et c'est pour ça que je suis aussi fier quand je regarde avec le recul, je suis aussi fier de mon parcours parce que on saura jamais, mais peut-être que si j'avais eu un parcours classique avec centre de formation, signé pro à 16, 17 ou 18 ans, peut-être que je me serais perdu derrière. Alors peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière. On saura jamais. Et tu marques ton premier but contre Strasbourg en coupe. Est-ce que tu te souviens de ce but-là? Oui. Là,
j'avais 23 ans, 24 ans. Donc, ça fait peut-être 17, 18 ans. Est-ce que tu as le souvenir encore Ouais, je m'en de ce but? souviens. Ouais. Alors, je m'en souviens, face à face avec le gardien, je fais un crochet intérieur et je mets plat du pied gauche. la sensation quand tu marques, c'est Ben, quoi? en fait, la sensation, elle est tellement forte que si je me souviens, je sais plus ce que je fais ça, je cours sais partout. plus, je cours partout, alors que c'est à l'extérieur, en plus, donc Ouais. je sais même pas si je dois aller voir les supporters. Ouais. Je fais ça, je crois que je me tape sur la tête ou une connerie comme ça. Et ouais. En fait, parce que c'est mon premier but en pro, quoi, je m'y attends pas, et puis Exactement. contre Strasbourg, et je crois que Strasbourg est en Ligue 1, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui, parce qu'ils sont pas dans notre groupe Ouais. en championnat, donc Strasbourg est en Ligue 1, donc je marque contre une Ligue 1. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, je jouais à Gignac Ouais, mais, en moins de 18. mais moi, j'allais te poser la question, quand tu marques, est-ce qu'il y a tout qui remonte? Tu vois, des fois, quand tu accomplis quelque chose, je te dis, putain, je suis passé par là quand même, j'ai eu un peu, chemin ouais, quand même. un peu, ouais. C'est pour ça que je te dis que sur le coup, je fais n'importe quoi. Je cours, je fais ça, est-ce que je dois aller sur le banc, il faut l'équiper sur le banc, ouais, je pense qu'il y a un peu, il y a un peu tout qui s'entremêle, en fait. Ok. Et c'est pas fini. Après Amiens, donc tu t'imposes encore une fois assez rapidement. Et en 2009, donc, tu arrives dans l'élite, tu signes en Ligue 1 à Valenciennes. Donc, comment ça se passe encore une fois? Tu montes encore une fois, je le répète, d'un étage, et là tu arrives en Ligue 1, donc dans l'élite, hein, là ça y est, tu es vraiment au top. Donc pour vous souvenir, il y a quelques années, tu étais à Gignac. C'est ça. Et tu étais quand même dans une structure amateur, hein. Exactement. Et là, tu arrives quand même en Ligue 1 à Valenciennes. Valenciennes quand même réputé, Steve Savidan. Ouais. Moi, c'était un joueur que je kiffais. Et comment ça se passe du coup ce transfert-là? Est-ce que c'était voulu? C'est vraiment toi qui voulais aller là-bas ou c'est eux qui te voulaient depuis longtemps? Ben, il y a eu un peu des deux. La chance que j'ai, c'est qu'en fait, mon coach, un des coachs que j'ai eu quand j'étais à Cannes en national, Michel Troin, je salue au passage, Okay. avec qui j'ai eu une très bonne relation, avec qui j'ai toujours une très bonne relation. Il est adjoint de Philippe Montagnier. Oui. Il est adjoint de Philippe Montagnier. Donc, quand il apprend que je suis en fin de contrat à Amiens, il m'appelle immédiatement. Il dit voilà, nous avec Philippe, on vient de signer à Valenciennes. Ce serait bien que tu nous rejoignes et tout. Ce serait bien pour toi de goûter à la Ligue 1. Je sais que tu as les qualités pour et tout. Voilà. Et donc ça se fait assez naturellement, c'est facilement, quoi. Ok. Et comment ça se passe encore une fois, la Ligue 1, la Ligue 2? C'est un peu plus compliqué là. Ah, Ouais, okay. C'est un peu plus compliqué. Comment ça se passe l'intégration? Là, tu sens que c'est pas un step, mais c'est 2 voire 3 steps. C'est quoi qui change? La qualité des joueurs. C'est-à-dire C'est la tactiquement, qualité des joueurs. Tout, tactiquement, techniquement, physiquement. Je vais pas te dire physiquement parce que physiquement, un joueur de Ligue 1, un joueur de Ligue 2 qui s'entraîne tous les jours, c'est à peu près la même chose. Mais tactiquement et techniquement. Moi, j'arrive à l'entraînement. Les premières semaines d'entraînement, on fait les matchs amicaux, la prépa et tout. Bon, ça se passe bien. Bon, techniquement, je suis très à l'aise. Bien sûr. Techniquement, j'ai rien à cette époque-là, j'ai rien à envier à personne. Ça, c'est pas un souci. Mais je me rappelle dans le début de saison, on fait un travail devant le but avec Joan Odel. Je sais pas si t'as connu, gaucher. Ouais. Joan Odel et Grégory Pujol. Oui. On fait travail devant le but. Je passe avec eux devant le but, donc des centres, des contrôles, frappes. Voilà. Les mecs, ils te mettent un but sur 2 sur les frappes. Et quand c'est pas marqué, c'est cadré. C'est le gardien qui la sort. Okay. Moi, j'en mets un sur, parfois sur 10. C'est ça, ouais. Là, je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc, si je veux marquer des buts, c'est ces mecs-là qu'il faut que je suive et c'est avec ces mecs-là qu'il faut que je travaille. Ok. Là, tu sens vraiment que, tu passes un cap. Tu sens vraiment que là, comment ça se passe, toi, à Valenciennes, en termes de statut? Tu arrives comment? Pareil, j'arrive sur la pointe des pieds. Je suis le joueur de Ligue 2 qui a jamais joué en Ligue 1. Après, la chance que j'ai, entre guillemets, c'est que Valenciennes c'est seulement c'est la première ou la deuxième saison de Valenciennes en Ligue 1. Ils viennent à peine de remonter en Ligue 1. Promu. Voilà, ils sont promus, je crois. Donc, la chance que j'ai, c'est qu'il y a quand même pas mal de mecs qui ont jamais goûté à la Ligue 1 aussi. Il y a des mecs qui ont l'expérience de la Ligue 1, qui ont déjà goûté à ce niveau-là, mais t'as aussi des mecs qui arrivent comme moi. Donc, voilà, moi, j'arrive sur la pointe des pieds, je suis le joueur de Ligue 2. On me donne pas trop de temps de jeu au départ. Voilà, ça a été très compliqué. J'hésite même. Je me souviens, et c'est Michel Troin qui m'a dit non, ne bouge pas, t'as pas intérêt à bouger, tu restes avec nous. Je me souviens même que au mois de janvier, je vais le voir, je lui dis ouais, il y a Farouk Azibédic à Bastia en Ligue 2 qui me veut en prêt pour les 6 derniers mois parce que j'ai pas énormément. Je rentre, je fais des rentrées par-ci par-là, mais j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Et il me dit non, tu bouges pas. Mais tu bouges pas, tu verras, ça va changer. Il me dit en deuxième partie de saison, t'as fait 6 premiers mois exceptionnels, un état d'esprit irréprochable. Ouais. En entraînement, chaque fois que t'es rentré même 5 minutes, t'as fait ce que t'avais à faire. Bouge pas, t'inquiète pas. Et il m'a pas menti parce que à la reprise en janvier, dès le premier match, je suis titulaire. Okay. On va à Boulogne, on gagne 2-0, je fais 2 passes décisives. Et comment ça se passe mentalement quand tu joues pas, tu vois, tu es loin de ta famille? C'est dur. Tu es dans un environnement qui est pas le tien, toi, tu es quelqu'un du sud, le soleil, tu vois, la bonne humeur. Comment ça se passe? Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, pour quelqu'un qui est pas du milieu, qui a pas connu ce truc de haut niveau, là, d'avoir joué au haut niveau,
Les gens ne voient que le côté bling bling, tu gagnes de l'argent, tu passes à la télé, t'es footballeur professionnel. Mais mentalement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a l'envers, il y a tout un truc derrière l'envers du décor, comme on dit. Ouais. Comme tu le dis, t'es loin de la famille. Le temps à Valenciennes, même si j'ai kiffé, le temps à Valenciennes, c'est pas top. Il y a pas de soleil. Alors en plus, quand tu joues pas et qu'il fait froid en plein hiver, tu vas t'entraîner tous les matins, il y a rien. Tu vas t'entraîner tous les matins et qu'il fait moins de 10 et que tu joues pas. Alors que t'es là-bas pour ça. Tu es parti à 1000 km de la famille pour jouer, pour te régaler, pour avoir le temps de jeu. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est quoi qui te fait tenir, du coup? C'est l'amour du football, hein. Toujours pareil, hein. Ouais. C'est toujours là. C'est toujours pareil, hein. L'amour du football. En plus, Valenciennes, Amiens, c'est des clubs où même le temps, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ben, pour la petite anecdote, ma première saison à Amiens, le premier hiver, je crois que c'est en janvier, après la trêve, je remonte. Et je me lève un matin pour aller à l'entraînement, je démarre la voiture, et je vois sur le tableau de bord, -16. Tu sais ça a été quoi mon réflexe? J'ai tapé sur le truc parce que je me suis dit, il déconne, il bug. J'ai fait ça, -16. Mais non, c'est pas possible, -16. Ouais, c'est possible. Non, on n'a jamais connu. Jamais connu ça. 15 degrés en mêlée de dôme. J'arrive à l'entraînement, choqué, moi. J'ai un paysan. J'arrive dans le je dis, oh les gars, j'ai vu -16 sur ma voiture ce matin. Et je sais plus si c'était un gardien ou je sais plus qui habitait dans une campagne à côté d'Amiens, qui habitait pas dans la ville. Il m'a dit, ouais, moi, -18 ce matin dans ma campagne. Et je dis, ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris où j'ai mis les pieds, ça y est. Imagine ça, plus tu joues pas, plus tu es loin mentalement. Tu sais que mentalement, il y a des joueurs qui ont craqué. Bien sûr, j'ai vu, je suis tombé sur un truc sur Umtiti et Varane, là, il y a 2-3 jours, là, où ils parlaient de la santé mentale, des dépressions et tout. Ben là, pour la petite anecdote, il y a Araujo, le joueur du Barça. C'est exactement ce que tu l'as vu. Ouais, oui, j'ai vu. Qu'il fait une pause temporaire. Exactement. Par rapport à Chelsea, toutes les critiques qu'il a eues. Il a dit non, je peux pas. Je peux pas. C'est dur, même un joueur comme Balerdi qui reçoit des critiques, toute la journée, toute sa vie. Mentalement, je sais pas comment ils font pour tenir. Faut être très fort. Donc c'est incroyable. Donc si je me trompe pas, tu fais les croisés à Valenciennes. C'est ça? Je fais mes croisés, je fais les croisés ma deuxième saison, juste après la Coupe du Monde. Ok. Je rentre de Coupe du Monde. Je fais 3 semaines de prépa parce que je reprends en décalé. Okay. On reprend le championnat. Deuxième journée à domicile contre l'OM. Première journée à Nice et deuxième journée à domicile contre l'OM. Ouais. Incroyable. À domicile contre l'OM, je fais les croisés, ouais. On va parler de l'Algérie, on va parler de la sélection maintenant, on va parler de cette fameuse Coupe du Monde. Donc tu joues à Valenciennes, tu es sélectionné avec l'Algérie, comment ça se passe? Comment tu reçois ce coup de fil? C'est comment quand tu es sélectionné? En fait, je reçois pas un coup de fil. Tu l'as su à la télé, c'était comment? Non, j'ai le sélectionneur qui s'est déplacé, qui est venu à Monaco. Ouais, okay, qui est venu me voir jouer à Monaco, ouais. Okay. Et j'ai été manger avec lui après le match. Okay. C'est Rabat Saaden à l'époque. Ouais. Et on joue à Monaco, je fais passe décisive. Ouais. Je sais plus le résultat, je vais pas dire de bêtises, je sais que je fais une passe décisive. Donc je fais un bon match. Et à la fin du match, il me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on discute. Toi, tu n'étais pas au courant qu'il était là? Non, j'étais pas au courant qu'il était là. J'étais pas au courant qu'il était là. Et en plus, la chance que j'ai, il y a mon père qui vient au match, parce que bon, chaque fois qu'on jouait dans le sud, il prenait la voiture et comme c'est un amoureux de football. Ah oui, bien sûr. Il ratait pas un match. Ah oui. Et il y a mon père qui est là, donc on va manger avec mon père et avec Rabat Saaden et son adjoint. Et il me dit, ouais, ça fait plusieurs matchs que je te vois à la télé, j'avais envie de te voir en vrai, donc je suis venu te voir en vrai. Il y a de grandes chances que tu fasses partie alors que j'ai jamais eu de sélection, rien. Ah oui, il y a de grandes chances que tu fasses partie des 23 pour la Coupe du Monde et tout. Et puis je jouais avec j'avais fait un appel du pied aussi. Je jouais avec le bracelet Algérie depuis. À partir du moment où je suis arrivé à Valenciennes, je mettais le bracelet Algérie. Ouais, mais à ce moment-là, tu te disais c'est loin. Non, c'est loin, ouais, je me disais c'est loin, j'arrive de Ligue 2, j'arrive jouer en Ligue 1 bien sûr. Et je commençais à être titulaire en Ligue 1 seulement 6 mois avant la Coupe du Monde. Je me dis jamais que je vais faire la Coupe du Monde, c'est impossible. Ouais. Alors que j'ai jamais eu de sélection avant, impossible. Et ça se fait comme ça, du coup on mange ensemble, il m'explique. J'ai personne sur le côté droit, je sais que tu joues souvent à droite, même si c'est pas ton poste de prédilection. Nous, comme tu le sais, est-ce que tu regardes un peu les matchs? Oui, je regarde tous les matchs, je sais que vous jouez à 3 derrière, vous jouez à 2 pistons, il y a Belhadj à droite, à gauche, et c'est vrai qu'à droite, c'est un peu plus compliqué. Mais dis-moi, c'est pour te faire jouer piston et tout, hein. Comment tu vois les choses? Et tout, dis-moi, l'Algérie, s'il faut couper les citrons, je coupe les citrons, hein. Y a pas de problème. Et donc, ça se fait comme ça. Et tu fais 2 matchs amicaux. C'est ça. Donc, en fin de saison, je suis convoqué, je fais les 2 matchs amicaux, et après, on enchaîne sur la Coupe du Monde. Mais comment ça se passe quand tu sais que tu vas faire une Coupe du Monde? Genre, moi, j'aurais trop aimé être à ta place. Comment tu te sens? C'est l'Algérie, tu vois, pour nous, c'est la fierté. Comment tu te dis? J'ai commencé à Gignac tout en bas. Je suis encore monté. Là, je fais un match. Le sélectionneur, il vient me voir, je mange avec lui. Je fais 2 matchs amicaux, je me retrouve à faire la Coupe du Monde. En fait, à ce moment-là, je me rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Je me rends pas compte et je me pose pas de questions, en fait. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Comme je t'ai dit, j'arrive d'en bas, j'ai un parcours atypique, j'ai faim, je veux aller le plus haut possible, je me pose aucune question.
Je me pose aucune question. C'est avec le recul. C'est aujourd'hui, des fois, je me dis, ouais, quand même, j'étais costaud mentalement. Et ouais, non, mais D'arriver de là, de m'imposer, Coupe du Monde, alors qu'il y a 4-5 ans en arrière, tu joues en amateur. Et, mais en fait, sur le coup, tu te poses pas de questions, en fait. le pire, c'est pas ça. C'est que tu as fait les 3 matchs titulaires. Ouais. Et tu as joué pratiquement le premier match contre la Slovénie, vous perdez 1-0, tu joues 81 minutes. Le deuxième match, vous faites match nul contre l'Angleterre, tu joues tout le match. Le troisième match contre les États-Unis, vous perdez, tu joues tout le match. C'est ça. Mais moi, c'est pour ça que la question que je me pose, c'est comment aussi rapidement tu peux passer de ne pas être sélectionné, ne jamais être international, à titulaire et faire la Coupe du Monde. Après, ça se fait de plus en plus maintenant. Il y a toujours des surprises de dernier moment ces dernières années. Mais qui rentre titulaire dans un 11 sans Titulaire, c'est plus préparation. compliqué. Tu vois, normalement, il y a des présélections avant. Ouais, titulaire, c'est plus compliqué. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais polyvalent. Donc, je pouvais jouer en 10. Je vais jouer en 10 au milieu. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs quand il m'a dit, je t'ai vu jouer plusieurs fois sur le côté droit. Bon, même si c'est plus offensif, milieu droit, je sais que t'es capable de prendre tout le couloir. Tu auras toujours une couverture derrière toi parce qu'on joue à 3 derrière. Donc, la chance que j'ai eue, je pense que c'est vraiment qu'il y avait personne à ce poste-là. Après, j'ai su répondre présent, j'ai fait mes matchs, ça s'est bien passé. Et puis, un peu de regret parce qu'on n'a pas réussi à passer le premier tour, malheureusement, sur le premier match de la Slovénie où Chaouchi fait l'erreur et on aurait pu passer ce premier tour-là. Mais ouais, je me pose pas de questions, je vis le truc à fond à 100% et voilà, et ça se passe super bien. Comment ça se passe, une Coupe du Monde en termes d'ambiance, en termes de pression? Est-ce que c'est la même pression qu'en club? Ou est-ce que, là, tu te dis, non, là, il y a des trucs. Par exemple, il y a des joueurs, ils supportent pas la pression. On connaît plein de joueurs qui ont fait des carrières incroyables, mais ils supportent pas la pression. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a jamais gêné de jouer avec 70 000 spectateurs ou jouer avec 3 spectateurs? Pour toi, c'est la même. J'ai toujours préféré, moi. Jouer avec plus de monde? Ouais, j'ai toujours préféré. Ok. J'ai toujours préféré. Encore au jour d'aujourd'hui, bon, maintenant j'ai 42 ans, je suis vieux, mais au jour d'aujourd'hui, tu me dis, je préfère jouer devant 100 personnes ou devant 10 000, je vais te dire devant 10 000. Tu sais qu'il y en a qui arrivent fort. Ouais, je sais qu'il y en a qui arrivent fort, mais c'est une adrénaline en plus. C'est excitant, en fait. C'est excitant. Tu arrives à la Coupe du Monde, le stade, il est archi plein, donc il est quasiment vert et blanc, déjà. Ah ouais, bah oui. Déjà, à la reconnaissance du terrain, tu rentres, tu vas voir les supporters, t'as l'impression que le stade, il va exploser. Ouais. Et moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé. Okay. Il y a rien de plus excitant pour un footballeur que de jouer dans un stade plein. C'est magnifique. Et en termes d'ambiance dans le vestiaire, tout ça, vu que tu arrives, tu connais qui un peu là-bas? J'arrive, je connais un peu Karim Ziani, parce que je l'ai côtoyé à 3, même si c'était pas très longtemps. Et après, non, je connais pas Adlène Guedjoura, avec qui on avait une présélection en jeune. Quand j'étais à Cannes en national, on avait fait une présélection en jeune comme ça, les jeunes Algériens de France qui jouent en national Ligue 2 et tout. On avait fait faire une présélection avec un match amical en région parisienne, donc Adlène. Mais sinon, après, le reste, je connais personne. Hein. Ok. Donc, super intéressant. Ça fait plaisir. Bon. Jouer une Coupe du Monde, c'est bien, mais on va revenir sur un petit peu le club. Donc, à Valenciennes, ça se passe bien. Et, tu joues contre l'Olympique de Marseille. Donc, vous gagnez 4-1 et tu marques, tu fais une passe D. Est-ce que tu te souviens de ton but? Oui. Allez, oui. Raconte-moi le but. L'erreur de Steve. Ouais. Et Steve, il veut relancer rapidement. Et en fait, je pense qu'au dernier moment, il voit que la solution, elle est plus bonne, elle est plus adéquate. Et donc, il relâche la balle. Et moi, je me retourne, je vois le ballon qui rebondit devant moi. Moi, j'ai regardé le but là, il y a pas longtemps. Et je vois le ballon qui rebondit devant moi. À aucun moment, tu te dis que cette action-là va se passer. Non, même pas. En fait, je suis focus sur mon remplacement, je pense. Ouais. Au moment où je me retourne, je vois le ballon qui rebondit devant moi et je vois Steph qui est décalé de la cage, je vois la cage ouverte. Ouais. J'ai juste à m'appliquer, en fait. Je me mets pas du pied en opposition et 4-1. Et après, il y avait Elibo en conférence de presse avant ton transfert qui disait que, justement, il avait recruté un peu à Valenciennes pour un peu essayer de les mettre en difficulté. Et c'est là où, justement, toi, tu signes à l'Olympique de Marseille. Tu signes en janvier après la CAN. Je signe juste avant la CAN. Juste avant de partir à la CAN. Tu fais la CAN après. Je fais la CAN et après je reviens. Ouais. Et pourquoi tu signes en hiver? Ben en fait, ça doit se faire avant. Ça doit se faire l'été d'avant. Donc l'été 2012. C'est ça. L'été 2012. C'est ça. Ça doit se faire. Non. L'été 2000. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'été 2012. Ça doit se faire l'été d'avant. En fait, il y a José Anigo qui vient nous voir avec l'Algérie. Okay. À Blida contre, je veux pas te dire de bêtises, je me souviens plus, sur une qualification de Coupe d'Afrique. Okay. On fait un super match. Et mon agent, Karim Maklil, mon agent de l'époque, il me dit, ouais, il y avait José dans la tribune et tout. Il a été impressionné par ton match et tout. On est en train de discuter pour se faire et tout, pour que ça se fasse et tout. Et en fait, mon transfert, il était lié au départ de Jordan Ayew. Ok. Voilà pourquoi ça se fait pas. C'est dans les derniers jours du mercato. Et il était pas parti. Et non. Et du coup, il a pas pu partir parce qu'il devait signer. Et encore une fois, je vais pas te dire de bêtises, je sais plus dans quel club. Ouais. Ça s'est pas fait pour telle ou telle raison. Et comme lui, il pouvait pas partir, moi, c'était lié à lui, en fait, par rapport aux histoires de contrats, de nombre de contrats, de masse salariale et tout. Okay. Si lui partait, je reprenais sa place, en fait. Et comme il est pas parti, dans les dernières heures du mercato, ben, j'avais même fait le déplacement à Marseille et tout, j'étais venu.
Ok. J'étais venu à Marseille en attendant que ça se fasse, moi que ça devait se faire au dernier moment. Ok. J'étais sur place. D'accord. Et j'étais venu et même après José avait dit à mon agent Karim, ouais, tu diras désolé à Fouad, que merci beaucoup d'aide pour faire le déplacement, mais Ouais. malheureusement ça dépendait pas de nous et tout. Ok. Mais du coup, Ayo en janvier il part. Même pas. Donc voilà. Même pas. Donc je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont partis entre temps ou quoi. Donc toi, tu arrives à l'OM. Bon, club Ouais. de cœur. Je connais, on a grandi tous voilà, dans les quartiers. On allait voir l'OM, hein, on était supporters. Comment ça se fait que toi, tu passes de supporter, je suppose que tu allais au stade, comme nous, Ouais. comme nous tous. Tu allais en virage. Oui, avec Comme mon nous père. tous. Ouais. Comment ça se fait que tu passes de supporter à joueur? Comment tu expliques ça? Je l'explique pas, hein, tout simplement. Encore une fois, c'est le fruit du travail. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Après, peut-être que quand je jouais contre l'OM, j'étais surmotivé parce que c'est l'OM et parce Ah ouais? que Il y a je une autre faisais des différence gros matchs quand chaque tu fois. joues, Je faisais des gros matchs. Ok. J'avais marqué au Vélodrome, j'ai marqué à Valenciennes. Ouais. Je leur faisais mal, je leur faisais mal assez Ok. souvent quand même. Et je pense que on est des gamins d'ici, tu viens de le dire. On a grandi ici, nous c'est l'OM dans le cœur. On allait au Vélodrome à virage. Moi j'ai connu les Chris Waddle et Tu as connu l'ancien les Vélodrome, Basile Boli. surtout, le Vélodrome ouvert. C'est Vélodrome. Eh oui. Eh oui, moi j'allais au Vélodrome, les Chris Waddle me faisaient vibrer avec ses passements de jambes, il s'arrêtait, il posait le ballon, il faisait ça. Ouais. Je me rappelle de ces moments-là. Et du coup, je pense que quand je jouais contre l'OM, moi avec Valenciennes, j'avais ce petit truc en plus qui faisait que j'avais vraiment envie de me surpasser et de montrer que j'avais le niveau pour Ok. me jauger par rapport aux joueurs de l'OM, tu vois. Ouais. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Après, j'ai été bon contre eux et c'est ce qui a fait que qu'ils ont voulu me signer. Ok, c'est cool. Donc tu arrives en janvier, donc tu fais 6 mois. Tu joues beaucoup pendant tes 6 mois. Tu fais beaucoup de matchs Au début, au début. Ouais. Donc ton premier match est contre Nancy. Tu C'est ça. rentres, c'est vous ça. perdez ce match. On perd. Je me Je rappelle. reviens de la CAN. je Et me vous rappelle. étiez au coude à coude à ce moment-là. Vous étiez, je crois, troisième. Ouais, on était dans les 3 C'est ça, premiers. voilà, c'est ça. Et ensuite vous enchaînez Evian Toulon Gaillard, si je me Ouais. trompe pas. Faites nul. Et on prend un rouge. Mais je crois que c'est Jordan Ayew, je crois qu'il prend un rouge. Voilà, je crois qu'il y a un moment donné où non, il y a pas un match. Il y avait le match où Barton il prend un rouge et que toi après tu dois jouer en 6 récupérateur à sa place. C'est possible. Mais je sais qu'à Evian Tonon, Jordan, il prend un rouge. Il prend un C'est rouge. ce qui nous met un peu dedans. Et Ouais. c'est ça qu'on fait match. On fait 2-2, je crois, si je dis pas de bêtises. Un Ouais. ou 2-2 Ouais, à je pense, Evian. ouais. Et c'est parce que Jordan, il prend un rouge. Et on joue à 10, c'est un bon moment. Ouais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, tu fais 6 mois. Bon, tu as eu la chance de côtoyer Mandanda, Valbuena, tout ça. Je vais te demander, pour toi, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné lors de ton passage juste à l'Olympique de Marseille? Ça va peut-être te paraître bizarre. Ou ça va peut-être paraître bizarre à plusieurs personnes, mais Chirou. Ah ouais? Moi, Chirou. Ouais. Ah, j'aurais pas dit Chirou. Ouais, voilà. C'est pour ça que je savais que ça allait paraître bizarre. Je pensais que tu allais dire Valbuena, non? Parce que, non, Mathieu, c'est un super joueur, hein. Attention, rien à dire, hein. C'est très à l'aise techniquement, ça fait jouer les coéquipiers, c'est bon, mais, on a tendance à sous-estimer des fois certains joueurs, Ouais. ou on appelle ça les joueurs sous-cotés. Ouais. Et moi, pour moi, bon, attention, il a fait une carrière exceptionnelle, hein. Oui. Et, Mais c'est pas le premier que tu vois. voilà, mais C'est pas lui qui a mis plus de lumière. Mais ouais, mais pourtant, dans un 11, il était pour moi quasi, intouchable, quasi, je pense que l'équipe sans lui, c'était pas la même. Ah, donc il t'a vraiment plus Ouais, impressionné vraiment, que Valbuena? vraiment, Benoît Chirou, c'est vraiment, Ah, j'aurais pas dit, hein. moi vraiment, il m'a vraiment impressionné. Et pourtant, ça, c'est, encore une fois, c'est pas le joueur qui va te faire des passements de jambes, qui va te faire des crochets. Non. Mais c'est simple, c'est tu vois, simple, mais ouais. c'est super efficace. Et pour l'équipe, c'est un bonheur. Ok. Vraiment. Ok, super. Et c'était vraiment un professionnel dans la rigueur. Et puis, en plus de ça, dans la vie de tous les jours professionnels, super bon mec, Ok, super intéressant. Ensuite, tu fais 6 mois. Donc, tu fais les 6 mois de janvier jusqu'à l'été. Donc après, il y a l'arrivée de Payet, Thauvin, et les deux qui arrivent en même temps, c'est ça? c'est ça. Donc, vous finissez deuxième. Ouais. Tu qualifies ton club en Ligue des Champions, club de cœur. Tu sais que l'année prochaine, tu vas jouer la Ligue des Champions. Tu décides de te faire prêter à Rennes. Pourquoi? Ben, en fait, tu viens de le dire, là, dans ton énoncé, l'OM veut que je reste. La Brune veut que je reste, Eli Bob, il compte sur moi, et il me dit clairement, nous, on compte sur toi. Mais sauf que l'erreur que fait Vincent Labrune, c'est qu'il vient me voir en me disant on compte sur toi pour la saison prochaine et tout. Là, on est sur, tu viens de le dire, on est sur Thauvin et Payet. Attends, moi, je suis milieu offensif. Déjà les 6 premiers mois que je fais à l'OM, j'ai pas le temps de jeu que je veux parce qu'il y a de la concurrence, parce que je suis pas à mon poste, je suis sur le côté alors que j'arrive de Valenciennes où je suis en 10 et je pète tout. Enfin, Ouais, tu jouais les droits. Voilà, je joue les droits. Après, il y a Valbuena qui est en place, équipe de France. Il y a rien à dire et je savais où je mettais les pieds, y a pas de souci. Mais tu peux pas me dire je compte sur toi en tant que milieu offensif et on est sur Payet et Thauvin. Tu comprends un peu tu vois un peu la gamberge, tu vois le truc un peu. Je me dis donc tiens, tu comptes sur moi mais tu me rajoutes 2 milieux offensifs en concurrence, sachant que moi j'ai besoin de temps de jeu
pour aller à la Coupe du Monde. Ouais, mais ça t'a jamais empêché de jouer partout où tu es passé. Je suis d'accord. Mais après, il y a des choses qui font que tu sens que Elie Bob, c'est un coach qui change très peu son 11. Ok. Et puis, il y a des statuts. Quand t'as été acheté, je sais pas, je crois que je t'ai acheté, il me restait que 6 mois de contrat, donc je crois qu'ils m'ont payé, ils m'ont payé 500 000 ou 600 000 euros, 400 000 plus des bonus, bref. Ouais. Puis C'est pas 1 million d'euros. Et que t'achètes un Thauvin et un Payet à je ne sais combien de millions d'euros. Et que moi, tu me donnes tant et que eux, tu leur donnes le double. Parce que en termes de salaire aussi, j'étais pas, j'arrivais de Valenciennes. J'étais pas international français, donc, j'avais pas le même salaire que les Valbuena, que voilà. Après, c'est compréhensible venant, bien sûr, ils viennent d'un endroit bien sûr, qui est, toi. mais il y a des statuts. C'est compréhensible, Oui, mais donc c'est ce qui fait que des statuts se mettent en place. Mais tu penses pas que tu aurais pu Donc, t'imposer? Si tu ne parles que de qualité footballistique, j'aurais pu m'imposer. Sans aucun problème. C'est quoi qui gênait le fait que j'avais peur qu'on ne me donne pas la chance pour m'imposer. Ça, on n'aurait jamais pu le savoir. C'est ça. Mais moi, je pense que faire une Ligue des Champions quand même avec l'Olympique de Marseille. Je suis d'accord. Stade plein, tu joues à domicile. Je pense que tu aurais... C'est pour ça que je pars le dernier jour du mercato. Parce que jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. J'étais pas bien. Ouais. Là, j'étais vraiment pas bien. J'hésitais. Je vais quand même jouer une Ligue des Champions avec l'OM. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que si je reste et que ça se passe bien avec l'OM, c'est exceptionnel. Mais si je reste mais que j'ai pas de temps de jeu et que Vaïd me prend pas pour la Coupe du Monde, j'ai fait toutes les qualifications, la campagne de qualification pour rien. Oui. Et l'Algérie, c'est l'Algérie pour moi. Moi, une deuxième Coupe du Monde avec l'Algérie, je pouvais pas rêver mieux. 2 Coupes du Monde pour un joueur. C'est déjà exceptionnel. Avec le parcours que tu as, on s'en rend pas compte, hein. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, tu fais ce transfert, tu te fais prêter à Rennes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le plus de temps de jeu possible. C'est ça. Bon, c'est réussi parce que tu fais plus de 30 matchs avec Rennes. Et je crois que tu mets 7 buts. C'est ça. Et 2 ou 3 ou voire 4 passes D. Donc tu fais une saison quand même qui est pleine. Ouais. Mais ça suffit pas pour être sélectionné dans les 23. Comment tu laisses? Malheureusement. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, Ligue des Champions avec le Après, oui. Avec le recul, oui. Ouais. Mais là, je vis le moment le plus compliqué de ma carrière. Ok. On parlait d'aspect mental tout à l'heure. Là, à ce moment-là, je suis au fond du trou. Ah Je suis au fond du trou parce que je fais tout pour me faire prêter à Rennes. Je pars dans les dernières heures du mercato alors que l'OM ne veut pas. Pour avoir du temps de jeu, ce que je réussis à faire, je suis bon, je suis efficace. On fait finale de Coupe de France. Bon, on la gagne pas, malheureusement, on perd contre Guingamp. Mais on va jusqu'en finale de Coupe de France, on se maintient. Je marque au parc, je marque un peu à droite à gauche, je mets quelques buts, je fais des passes, je fais une saison pleine. Donc, mon bilan personnel, il est réussi. Et au final, je suis sorti de la liste des 23 au dernier moment. Il donne une liste de 30 dans laquelle je suis. Mais à aucun moment, je me dis, il va pas mettre dans les 23. Je fais toute la campagne de qualification. Ça se passe super bien. Je joue pas tout le temps titulaire, hein, mais ça se passe super bien. Tu fais partie des joueurs importants. Je fais partie des joueurs importants, des cadres, entre guillemets. Et je me dis, les 23, j'y suis. Ouais. Vaïd a demandé qu'une chose. Il nous a dit clairement, celui qui ne joue pas dans son club, celui qui n'a pas de temps de jeu, je ne le prends pas. Je fais tout, je mets tout en œuvre pour avoir du temps de jeu. Ça se passe bien. J'ai du temps de jeu. Ça se passe bien. Donc je me dis, j'y suis dans les 23. Et j'apprends le jour où il donne la liste des 23 qui m'a pas mis. Et c'est quoi là? Est-ce que tu as eu une discussion avec lui? C'est quoi la raison? Même pas. Ce qui m'a fait mal aussi, c'est que c'est le préparateur physique Cyril Moine, qui est préparateur physique de l'équipe de France avec Deschamps là, depuis quelques années. C'est Cyril Moine qui m'appelle pour me dire, voilà, Fouad, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi et tout. On a pris chacun une liste de joueurs pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Et moi, tu faisais partie de la liste des joueurs que j'avais pour t'annoncer la mauvaise nouvelle. Malheureusement, tu feras pas partie de la liste des 23. Tu sais très bien ce que Vaïd pense de toi. T'es un super joueur, mais il a fait un choix de prendre, je sais plus, un défenseur en plus. Mais à ton poste, du coup, à ce moment-là, quand le 11, à la Coupe du Monde, c'est qui joue au poste où toi tu dois jouer? Bah, il y a du monde, hein. Il y a Sofiane Fegouli, il y a Brahimi, il y a... C'est pour ça, quand même, c'est quand même des joueurs. Il y a du monde. Oui, mais attention, mais bien sûr. Et là, après, au final, 23. Ouais. On parle pas de 11. Non. Moi, je dis pas que je dois aller à la Coupe du Monde et jouer titulaire tous les matchs. Pas du tout. Là, je te parle d'être dans la liste des 23. Tu vois, je suis en sélection depuis 5 ans. Ouais. Je fais toute la campagne de qualification, encore une fois, titulaire ou pas. Peu importe, mais je fais partie du groupe. Ça se passe super bien. Et d'ailleurs, Cyril Moine, il me dit, tu sais ce que Vaïd pense de toi. Et il est vraiment peiné. C'est pas juste des mots, c'est vraiment peiné de ne pas te prendre à la Coupe du Monde. Mais il a fait le choix de prendre, je veux pas dire, je sais plus, c'est un défenseur en plus ou un attaquant en plus. Ouais, mais il doit prendre en compte quand même le statut et l'ancienneté que tu as eu quand même. Est-ce que après, c'est des choix. Apporter, tu vois, après, avec le recul, les gens, ils vont dire quoi? Mais il a réussi la Coupe du Monde, il est parti en huitième de finale. Il y a pas de souci, tu vois. Moi, avec le recul, je me dis, bravo à lui. Il a fait les bons choix. Il a fait huitième de finale, il perd contre le gagnant, contre l'Allemagne. Ils font un super parcours. Mais voilà. C'est vrai que ce moment-là, je le vis très mal. Sincèrement, je pense que c'est le pire moment de ma carrière. Ah ouais, c'est le pire moment de ma carrière. Ah ouais. Je le dis à personne, j'en parle pas. Je le garde énormément pour moi parce que je suis comme ça, c'est l'éducation que j'ai eue, hein. Je suis pas quelqu'un qui va parler, qui va raconter. Mais je suis vraiment au fond du trou. Ah ouais. De pas aller à la Coupe du Monde, je suis vraiment au fond du trou. Parce que quand même, il faut un parcours qui est plus qu'honorable. En plus, moi, je les regarde jouer à la télé, je suis super content pour eux et je me dis, je dois être là-bas, normalement, tu vois. Ouais, mais quand ils se qualifient pour les huitièmes de finale et que tu sais que tu vas jouer contre l'Allemagne,
Je me dis, putain, je dois être là, je dois être dans le groupe, normalement, je dois être avec eux, tu vois. Ouais, mais ça fait mal quand même de les voir jouer quand tu sais que tu aurais pu y être. Bien sûr. Et de les voir réussir, je te dis, oh là. Et ouais. Je suis fier de les voir réussir parce que c'est mes coéquipiers et c'est mes potes avant tout. Et puis c'est la nation quand même. Ouais. C'est différent du club des fois et l'ego dans le club, des fois l'ego il prend un peu le dessus. Ouais. Quand tu joues pas, je te dis tant pis qu'ils perdent. Tu vois ce que je veux te dire. C'est le club, mais là c'est la nation, c'est autre chose, c'est le pays. T'as envie qu'ils aillent au bout, et puis c'est tes potes, tu vois. Donc mais oui, mais tu te dis oui, ça fait mal de se dire que normalement je suis là-bas, je suis avec eux. Et puis au Brésil. Terre du football. Tu vois ce que je veux te dire? Tu dis ça, bien sûr. Tu vois, sans manquer de respect, on parle pas d'une Coupe du Monde je vais pas dire de pays, mais voilà, on se comprend. Pays du football. Brésil. Tu vois, tu te dis, j'ai raté le Brésil, j'ai raté la Coupe du Monde, j'ai raté un 8e de finale, j'ai raté un parcours exceptionnel quand je parlais avec les mecs, parce que je parlais avec eux, tu vois. Bien sûr. Ah ouais, l'ambiance, c'est trop bien, hein. Non, mais même à ce moment-là, l'Algérie et tout, c'était un truc de fou. Mais oui. Et après, mais bien sûr, même quand ils ont fait le retour après, moi, les mecs, ils m'ont montré des vidéos, tu vois, quand ils ont fait le retour en Algérie après. Ah oui, ils ont été accueillis, bien sûr. Déjà, nous, en 2010, quand on est rentré en Algérie, on s'est pas qualifié pour le premier tour, on est rentré et il y a eu des liesses de football. Que on a rien fait, hein. On a juste fait 3 matchs de poule. En fait, c'est parce que les gens attendaient ça depuis 86. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu énormément de monde qui nous attendait après au retour en Algérie. Ouais. Mais on n'a rien fait, on a été attendu par des milliers de personnes. Alors, j'imagine même pas en 2014 quand tu fais 8e de finale. C'est une dinguerie. Pour l'expérience d'un joueur. Exactement. Je pense que ça devrait être pour les souvenirs, c'est une dinguerie. Après, on n'oublie pas que tu as fait quand même la Coupe du Monde 2010. Bien sûr, mais on n'oublie pas quand même. Bien sûr. Il y a plein de choses quand je sais, quand je regarde d'où je suis parti et ce que j'ai fait. Bien sûr. Mais c'est l'être humain, il veut toujours plus. J'imagine que j'aurais fait 2 Coupes du Monde. Avec la carrière que tu as, le parcours que tu as, sans promotion. Magnifique. Tu as fait toutes les étapes nationales, Ligue 2, Ligue 1. Et que tu arrives à faire 2 Coupes du Monde, si on l'avait prédit, c'est impossible. C'est ça. Mais surtout quand c'est mérité, entre guillemets. Ouais. Tu vois, si cette année-là, à Rennes, je me fais prêter, je fais pas un match où je suis nul. Ouais. Je te dis, bon, tant pis, j'ai raté mon pari. Je pense que tu fais ta meilleure saison en termes de statistiques. Ouais, je pense que je fais ma meilleure saison. Donc, du coup, pas sélectionné avec l'Algérie en 2014. Donc, tu reviens de près, à Rennes, donc tu reviens à l'Olympique de Marseille. Et c'est l'arrivée de Bielsa. Donc, comment ça se passe à un moment donné avec lui? Toi, après, tu le cauchemar continue. J'ai envie de te dire. Le cauchemar continue parce que déjà mentalement, comme je te dis, je suis au fond du trou. Ah ouais. Parce que je vais pas à la Coupe du Monde, je suis au fond du trou. Et juste avant la reprise, mon agent m'appelle, me dit, ouais, faut dire une mauvaise nouvelle. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, je viens d'avoir José au téléphone et tout, et Bielsa, il compte pas sur toi. Je dis, mais comment il peut ne pas compter sur moi alors que je sors d'une saison pleine? À Rennes. Et à Rennes, où je fais quand même des bons matchs, et je pense être quand même un joueur de qualité, au moins qu'il me voit, tu vois. Et en fait, je comprends par la suite que ça vient pas de lui. Okay. Clairement. Et je suis pas le seul d'ailleurs, hein, tous les gars qui sont dans le loft là, cet été-là. Chérou, sinon? Il y avait Chérou, il y avait Rod Fanny, il y avait qui avec moi? Malfitano. Ça vient de plus haut. Ça vient de José et de Vincent. Ah bon, tu avais pas 35 ans à ce moment-là. J'étais encore, 31 ans. j'étais prime, là, j'étais à la période. J'étais au top de mon football. Là, oui. C'est vrai que mentalement, j'ai subi quand même, mais c'est ça qui me redonne de la force. En fait, c'est que quand je suis au fond du saut, je me dis, c'est bon, je reviens à l'OM, je m'impose. Je te promets, j'ai ça dans la tête. Ah ouais. C'est ça qui va me relancer, qui va me redonner et juste avant la reprise, j'apprends ça. Donc, t'imagines? Ouais. Pas de Coupe du Monde, je suis au fond du saut, je me remotive comme je peux en me disant, c'est bon, je vais me relancer à l'OM. De toute façon, j'ai plus de Coupe du Monde, j'ai plus rien, plus de Coupe d'Afrique, plus rien, là. Je m'en fous. Je suis sélectionné, je suis pas sélectionné, Ouais, je m'en fous. Je vais vivre mon truc à 100% à l'OM, je joue pas, mais au moins, je vais tout donner. Et juste une semaine avant la reprise, on m'appelle, on me dit ça. Et comment tu craques pas? T'es obligé de faire avec. Comment tu tiens? T'es obligé de faire avec, t'es sous contrat. Tu penses aussi à ta famille, tu dois nourrir une famille, donc tu peux pas craquer. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous mettent dans un loft. On s'entraîne avec la CFA, avec des gamins de 16, 17 ans. Ouais, 17 ans. Je me rappelle de Maxime Lopez, il avait 16 ans, je crois. Et toi, je t'entraînais avec lui. Et je m'entraîne avec lui. J'en rigole parce qu'on se chambrait, on rigolait parce qu'on jouait au futsal de temps en temps, l'un contre l'autre. Ouais. Mais voilà, tu vois, tu te retrouves avec des gamins de 16 ans. Machine. Et j'ai 30 ans, et j'ai je sais pas combien de matchs en pro, et je me retrouve avec des gamins de 16 ans. Et je suis pas le seul. Rod Fanny, Morgan Malfitano, Benoît Chirou. Tu manques de respect à Benoît Chirou. Ouais. Tu manques pas de respect à Benoît Chirou. Ah, quand même. Tu vois. Et voilà. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ça vient pas du tout de... Mais avec qui tu as discuté, toi? Moi, j'ai discuté avec personne. C'est mon agent qui m'appelle pour me dire, je viens de raccrocher avec José. Okay. Au téléphone. Ouais. Il me dit, je suis désolé pour Fouette, mais Bielsa ne compte pas sur lui. D'accord. Voilà. Moi, j'y crois au début, mais c'est après quand je me rends compte qu'en fait, que ça vient pas de lui. Ok. Ouais. Donc bon, l'arrivée de Bielsa, j'ai pas regardé. Tu es prêté au Betis Séville en Ligue 2 et tu fais la montée en Liga. Ouais. Ben en fait là, justement après quand
quand ça sort un peu dans les journaux, un peu partout qu'on compte pas sur moi, j'ai Guingamp qui m'appelle. J'ai Guingamp qui m'appelle pour me proposer un prêt. Mais sauf que j'ai 30 ans ou 31 ans et je veux absolument vivre une expérience à l'étranger. Et alors là, ça c'était quelque chose que tu dans voulais. ma tête, avant la fin de ma carrière, où que ce soit, il faut que j'ai une expérience à l'étranger. Il faut que je goûte un autre football, il faut que je goûte un autre pays, il faut que une autre langue, une autre culture, il faut que je goûte à autre chose. C'est trop bien pour une personne qui a la chance de vivre de sa passion, de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens qui vivent pendant 40 ans derrière leur bureau comme ça et qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre à l'étranger. Donc moi, il fallait absolument qu'avant la fin de ma carrière. Et je me dis, j'ai 30 ans ou 31 ans, c'est maintenant ou jamais. D'autant plus que c'est le Betis de Séville. Club super populaire en Espagne. Mais ils ont des milliers d'abonnés. Voilà, le stade il est toujours plein. Ouais, L'ambiance c'est exceptionnel. Ouais. Moi quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, j'ai grandi avec Joaquin. Tu vois, je me souviens en Coupe d'Europe, Joaquin les passements de jambes sur le côté, blablabla, et je me dis j'ai l'opportunité de jouer dans un club quand même. Il est aussi populaire. Le Betis en Espagne. Je te prends pas le Real Madrid et le Barça parce que c'est populaire que l'Atlético Madrid. Que voilà. Il est aussi populaire que l'OM en France. Séville, c'est dans le sud de l'Espagne. On allait jouer dans le nord de l'Espagne. Okay. Le stade, il était vert et blanc. Mais c'est un stade qui est toujours plein de toute façon. Non, mais à l'extérieur. Ah, Le Séville, c'est dans le sud de l'Espagne. Ouais. Quand on allait jouer en région barcelonaise ou n'importe où, dans le nord de l'Espagne, le stade, il était vert et blanc. Pour te dire que c'est comme l'OM. Où tu vas en France, le stade, il est blanc et bleu. Quand tu vas à Metz. Voilà. À Metz, tu vas, le stade, il est blanc et bleu et c'est en tant que les supporters. Eh ben, le Betis, c'est comme, je te parle pas encore une fois de Real Barça où t'as énormément de touristes, d'asiatiques, qui viennent. Là, c'est vraiment les puristes. Là, c'est vraiment, c'est le club du peuple, comme ils appellent ça. D'ailleurs, il y a le FC Séville. Ils disent que c'est un peu le club riche, entre guillemets, un peu le club. Et le Betis, c'est vraiment le club du peuple, tu vois. Et comment ça se passe, le championnat? Ben, écoute. Déjà, c'est un championnat qui est fait pour toi. Ouais, déjà. C'est aussi pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'ai toujours été attiré par l'Espagne. En une de touche, qui joue dans une zone très restreinte. C'est ça, exactement. C'est un football très technique, basé quasiment que sur le ballon. Et ça, tu kiffes? Et ça, je kiffe parce que ça fait partie de mes qualités. Et là, tu joues à ton poste? Non, au départ, je joue côté droit encore. Allez. Ouais, je joue encore côté droit. Mais pourquoi c'est cette manie de vouloir te mettre côté droit? Je sais pas, parce que t'as de moins en moins de coachs qui jouent avec un 10 et que malgré que le fait que ce soit pas mon poste, j'étais quand même pas mauvais sur le côté droit. J'avais quand même un petit point de vitesse. J'étais ça t'a porté un petit peu défaut de jouer par ton poste un petit peu quand même. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr que moi, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, si je refais toute ma carrière en numéro 10, je pense, encore une fois, on ne le saura jamais, mais je pense que je fais une autre carrière. Ah ouais? Oui, si je fais toute ma carrière en numéro 10, c'est pas la même chose. Ouais. La même chose que sur le côté droit. J'ai pas les qualités pour jouer sur un côté. J'allais assez vite. Ouais, mais tu avais quand même une pointe de vitesse. J'avais quand même ma pointe de vitesse. J'avais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avance plus, c'est sûr. Mais j'avais ma pointe de vitesse et puis j'étais très à l'aise techniquement, même pour centrer et tout. Mais c'est quand même, je me sentais quand même pas aussi à l'aise qu'en numéro 10. Numéro 10, c'est que tu as tes repères, tu vois, tu es au cœur du jeu. Bien sûr, tu es au cœur du jeu. Ça passe par toi, tu donnes les bons ballons, tu régales tes attaquants. Tu peux marquer aussi en étant sur un côté, c'est déjà plus compliqué de marquer. Surtout que sur le côté, tu fais beaucoup d'appels, c'est compliqué. Tu fais beaucoup d'appels, tu es obligé je dis pas qu'en numéro 10, tu défends pas, attention, mais tu défends beaucoup plus que si ton latéral, il est offensif. Moi, je me rappelle, je joue contre le Real Madrid. Marcelo, je peux te dire qu'il te fait défendre. Ah oui, il te fait défendre. Plus haut que les ouais, j'ai passé plus de temps dans mon camp que dans le sien. Ah, ça, c'est sûr. Et du coup, comment ça se passe là-bas, l'acclimatation, le changement de culture, de langue? Ben, ça déjà, tu parles l'espagnol, déjà. Ben, ça se passe super bien, ce que j'allais te dire, justement, ça se passe super bien parce que c'est une des seules matières que j'aimais bien à l'école. Faut pas dire ça à mes enfants parce que sinon, je suis en train de les bassiner avec l'école, donc, mais c'est une des seules matières que j'aimais à l'école. J'ai même eu 15 au bac en espagnol. Ah ouais. Donc, j'arrive avec des bases. J'arrive avec la minimum, mais les bases de l'école, c'est pas les bases de exactement, mais surtout qu'en Andalousie, c'est bien que tu le dises. En Andalousie, c'est comme si tu débarques en France chez les ch'tis. Ah. C'est exactement pas le même accent. D'accord. Il est phénoménal. Ok. Un accent est phénoménal. Ils parlent à 2000 à l'heure. Ils mâchent la moitié des mots. Ils ont leurs expressions à eux-mêmes. Au début, je dis, je suis en Espagne ou, okay. Et en fait, une fois que ton cerveau et ton oreille s'habituent, que ça rentre, après, ça y est. Au bout de 2-3 mois, je parlais, et, tu as pris du plaisir là-bas, quoi. Ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Au-delà d'avoir joué contre les plus grands, déjà. Cristiano, Messi, Barça, Real, je vais pas tout sortir tous les joueurs. Benzema, que pour moi, c'est, bref. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Benzema, c'est fort. Ouais, je le savais déjà avant, mais quand tu le vois en vrai, c'est encore autre chose. Vraiment, il a fait la différence sur sa première touche de balle. Et même sa participation au jeu. C'est pas seulement un buteur, c'est un joueur complet. Ça veut dire qu'il décroche, il participe au jeu. Pied droit, pied gauche, la tête. Le jeu de tête, il est exceptionnel. Il est costaud.
Il allait vite. Je sais pas s'il va toujours aussi vite parce qu'il a pris de l'âge, mais il allait vite. Super efficace devant le but. Mais là où j'en parlais moi avec un ami justement sur ce poste-là de Benzema, c'est il peut faire plusieurs choses à la fois. Tu vois, c'est un 9 qui peut jouer 10, tu vois, qui décroche. Mais si tu es un pur attaquant qui sait jouer que dans la surface et que les défenseurs te bloquent, ça joue super bas, comment tu fais? Si tu n'as pas une autre palette, comment tu fais pour t'en sortir? C'est pour ça que je dis qu'il est phénoménal parce qu'il est complet. Il sait faire autre chose. Il est complet, il sait faire autre chose. Il sait décrocher, tu joues contre un bloc bas qui joue dans sa surface, il sait décroche, il participe au jeu, il se replace dans la surface. Pied droit, pied gauche, jeu de tête, exceptionnel. Moi, Benzema, c'est avec lui que j'ai changé le maillot quand on joue contre Real. Direct, j'étais le voir avant le match. Ah ouais. J'ai frérot, il m'a dit, il y a pas de souci, avec plaisir. Direct. Ça fait plaisir, ça. Ouais. Et du coup, tu fais l'année au Betis Séville, tu montes. Ouais. Tu te souviens un petit peu de cette année-là, où tu finis champion, tu montes en Liga, c'est comment pour les supporters? C'est exceptionnel et tout. C'est exceptionnel parce que comme je t'ai dit, c'est un club super populaire. C'est comme à l'époque où l'OM était descendu en Ligue 2. Ouais. Ça avait eu le souci avec l'affaire OMVA, justement. Donc, t'imagines bien que la remontée, ça attire énormément de monde. On fait une fête exceptionnelle. Tu te souviens un petit peu? Ouais, je me souviens, bien sûr. On est champion à 3 journées de la fin. Ouais. Champion à 3 journées de la fin. On fait ça la dernière journée ou la dernière journée à domicile. Et ils nous présentent chacun notre tour. Moi, je rentre avec mon drapeau de l'Algérie. Ouais, exceptionnel. Stade en feu, fumigène, dans la rue, les gens ils t'arrêtent. C'est magnifique. En fait, je pars de l'OM et je retrouve le même contexte, en fait. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu oublies qu'à l'OM ça s'était mal passé? Tu oublies la Coupe du Monde? Est-ce que tu oublies? Oui, oui. Vraiment, tu arrives, non, tu te dis, non, la Coupe du Monde, je peux pas oublier. Non, j'oublie. La Coupe du Monde, j'oublierai jamais. Je vais le prendre avec moi dans ma tombe, ça. Et parce que c'est l'Algérie. Mais oui, j'oublie parce que t'es obligé. Sinon, t'avances pas. Tu fais comment, sinon? Non, moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais on en revient au mental. Mentalement, si à chaque entraînement tous les jours, si à chaque match tu dis, putain, j'ai pas joué à la Coupe du Monde. Putain, j'ai pas joué à la Coupe du Monde. Putain, j'ai pas joué à la Coupe du Monde. T'avances pas. Tu fais comment? T'es obligé d'avancer. Faut que tu restes focus sur ton truc. Tu vois, je vais te dire, moi, j'arrive au Betis, j'ai 32 ans. Je sais qu'il me reste pas 100 ans dans le football de haut niveau. Donc, j'ai tout à donner. J'ai pas le temps de réfléchir. Et donc, du coup, tu fais ta montée, en Liga. Après, c'est un nouveau coach qui vient. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça se passe avec le nouveau coach, justement? Ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien, surtout au début. En fait, j'ai quasiment pas de temps de jeu, tant qu'il est là. Et j'ai la chance, entre guillemets, parce que je t'ai dit, c'est comme l'OM, dès qu'il y a 3 mauvais résultats, à la porte. Ouais. Donc, il se fait virer. Après, on se fait virer. Là, j'enchaîne les matchs. Je joue. Ouais. Jusqu'à la fin de saison. On se maintient, on fait une bonne saison. On finit milieu de tableau, je crois. Et c'est cette saison-là où tu joues Barça, ouais, c'est ça, où je joue contre Séville. Tu as joué contre le FC Séville? Oui. C'est comment jouer un match contre le FC Séville? Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. En fait, c'est le OMPG, c'est leur OMPG en fait. C'est le match à ne pas perdre de l'année. Sauf qu'à cette époque-là, nous on vient à peine de remonter de deuxième division, donc l'équipe est moyenne entre guillemets pour la Ligue 1. Ouais. Mais eux sont au top. C'est à l'époque de Kevin Gamero, Adil Rami et tout, ils gagnent 2 ou 3 Europa League d'affilée, bien sûr. Ils sont au top. Donc on va chez eux, on se fait taper. Nos supporters, ils nous attendent Ah ouais? Eh oui, nos supporters nous attendent dans notre stade pour en découdre. Ce match-là, tu te souviens? Eh oui, je me souviens. Bien sûr, je me souviens. On en prend 4, je crois. 4-1, on perd. Non. Ouais, on perd 4-1. Là-bas, à Pirouane. Et on revient pour récupérer nos voitures, donc, au Villa Marine, à notre stade, et les supporters, ils nous attendent. Et c'est la Guardia Civile qui nous a fait sortir. Ouais. C'est le match à ne pas perdre. Il faut pas perdre ce match-là. Ça veut dire que tu perds tous les matchs, tu gagnes lui, tu te maintiens, c'est bon. C'est ça. Exactement, ta saison, elle est bonne. Et là, la tendance, elle s'est inversée. Je suis encore le Betis parce que c'est mon ancien club. Là, la tendance, elle s'est inversée. Là, le Betis, ils sont au-dessus du FC Séville. D'ailleurs, ils les ont tapés la semaine dernière. Ah, ça joue, là. Là-bas, à Séville, à Piscoine. Avec Isco et tout, là. Anthony Cassini. Ouais, ils ont des bons joueurs. Franchement, ça joue. Moi, j'ai toujours kiffé le Betis, toujours été un jeu particulier. Du coup, pas trop de temps de jeu. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, oui, après, à la fin, oui, j'ai mon temps de jeu. Du coup, je finis ma saison avec le Betis. Il me reste 1 an de contrat. Ouais. Et encore de nouveau changement de coach. Changement de directeur sportif. Pourquoi vous êtes maintenu? Ouais, on est maintenu, mais sauf que c'est le coach de la réserve qui nous avait repris. D'accord. Il avait fait toute la saison et comme ça se passait bien, il nous a maintenu, donc ils l'ont laissé. Mais sauf qu'après, il lui reprend son poste avec les jeunes, avec la réserve, et ils font venir un autre coach qui a été à Bordeaux après. Je me souviens plus de son nom. Bref, nouveau directeur sportif. Le directeur sportif, il me prend dans son bureau juste la semaine du dernier match, en me disant voilà, Fouad, nous on n'a rien à te reprocher, t'es un super joueur, t'es irréprochable au niveau mentalité, voilà, t'as toujours tout donné pour le Betis qu'on a. Sauf qu'il y a un nouveau coach qui arrive et clairement il compte pas sur toi, il veut rajeunir l'équipe. T'as 32 ans, il veut des joueurs plus jeunes et tout là. Dis-moi, il y a pas de souci, il me reste 1 an de contrat. Si vous me donnez mon argent, je me barre. Dis-moi, vous me donnez mon argent, demain je pars. Moi, s'il faut rester, je reste. Il y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez pas de moi,
Donnez-moi mon argent, je pars. Et il commence à me dire, oui, mais on peut te trouver un club. Je dis, non, non, j'ai pas besoin de vous. J'ai un agent. Ouais. J'ai fait aussi mes matchs pour me montrer. Donc, Bien sûr. des clubs, j'en trouverai. Même s'il faut rentrer en France, je rentrerai en France, c'est pas un souci. Donc, donnez-moi mon argent. En fait, je joue un peu le vice, entre guillemets, tu vois. Vous ne voulez plus, mais vous voulez que je parte gratuit en plus. Vous me En fait, trouvez un ils veulent club. que tu pars, mais ils veulent que tu les arranges aussi. Voilà, c'est ça. En gros, on va te trouver un club de deuxième division en Espagne. Tu vas là-bas. Tu casses ton contrat, tu vas bah, je casse rien du tout, moi. Moi, j'ai un an de contrat. Ouais. J'ai un certain salaire. Donnez-moi mon argent. Et demain aussi, vous me donnez mon argent, vous faites mon virement. Demain, je viens, je signe moi. Et je pars. Ouais, on va en discuter, nanana. Sauf que ça, c'est en fin de saison au mois de mai. Donc, pas de nouvelles. Toutes les vacances au mois de juin. Je reprends. Reprise début juillet. Pas de nouvelles. Et ils font pareil. Ils font un peu comme à l'OM. Ils nous mettent à 4-5 à part. On est 5-6. 5-6 à part. À Séville en plein été. Pour te mettre un peu le contexte. En Séville en plein été, on est en plein soleil en plein été, on est entre 45 et 50 degrés. Vraiment. Et donc, pendant la prépa, tu t'entraînes entre 7h et 8, tu commences l'entraînement entre 7h et 8h du matin. Quand tu doubles. Entre 7h et 8h du matin, et le soir, pas avant 18-19h. Ouais. Parce que tu peux pas t'entraîner à partir de 10h. C'est bon. Sauf que nous, qu'est-ce qu'ils nous font? Les indésirables, entre guillemets, comme ils appellent ça. Vers 10h? Ils nous font entraîner à 10h. Incroyable. Ouais. Donc, le groupe, rendez-vous à 7h ou 7h30 pour 8h. Et un tel, vous vous changez dans le vestiaire de là-bas, là, dans le vestiaire des jeunes. Et entraînement 9h30 pour 10h. Avec le préparateur physique. Et j'ai tenu tout l'été comme ça. Et au fil des semaines, les mecs, ils partaient. Je te dis 5-6, mais on était peut-être un peu plus, on était peut-être 7-8. Chaque semaine, la première semaine, l'autre s'est prêté là-bas. Deuxième semaine, l'autre il craque, je résilie mon contrat, j'en peux plus, j'en ai marre. Non. Jusqu'à la dernière semaine, je suis resté. J'ai pas lâché. Vous voulez que je parte? Donnez-moi mon argent. Donne-moi mes sous. J'ai pas de problème. Sûr. Jusqu'à ce que Getafe m'appelle. Ouais. Quand Getafe m'appelle, me propose un contrat. Viens, donne-moi mon argent. Ils m'ont donné 80% de mon salaire de ma dernière année. Okay. J'ai résilié et j'ai signé à Getafe. Ah, tu as tenu quand même. Mental. Le mental, c'est, on en revient par mental. Si je suis faible mentalement, tu pars comment? Je casse mon contrat, je pars. Et j'attends qu'un club m'appelle. Mais sauf que je m'assois sur un an de salaire. Jamais de la vie. Ah, c'est pas rien, ça. Jamais de la vie. Et j'oublie pas d'où je viens. Mais non, un an de salaire, t'assois dessus. Jamais de la vie. Ils m'ont donné 80% de mon salaire. Et j'ai signé à Getafe. Et j'ai récupéré un peu d'argent. Et bon, le contrat était moindre parce que c'est Getafe, c'est pas le Betis et tout. Donc, mais j'ai récupéré un peu d'argent en signant à Getafe. Et du coup, Getafe? Ben, Getafe, encore pas de chance. Je veux dire, il y a eu beaucoup de pas de chance dans ta carrière. Mais c'est réel. Le coach qui me veut, il se fait virer au bout de 2 mois. Le coach qui me veut à Getafe, les résultats, ils sont pas bons. Il se fait virer au bout de 2 mois. Le nouveau coach qui arrive, qui est aujourd'hui à Getafe, qui est parti à Valence, qui retourne à Bordalas. Sauf que lui, c'est un Espagnol sans être un Espagnol. Ça veut dire que c'est un Espagnol, mais à la française. Il veut que des joueurs rugueux. Il veut que défendre. Et il veut pas jouer au ballon. C'est pas pour toi, ça. Voilà, t'as compris. Donc, il est arrivé dans la tribune, pour s'asseoir dans la tribune. Voilà. Donc, ça se passe pas très bien. Le coach qui m'a voulu se fait virer en octobre. Ouais. Donc, avec Bordalas, là, celui qui est actuellement à Getafe encore, je fais octobre, novembre, décembre. Et bon, et tu te doutes bien qu'en décembre, je vais voir le directeur sportif et je lui dis, écoute, c'est logique. On va refaire encore 6 mois, vous me payez pour que je m'assoie dans la tribune. Ouais. Vous êtes perdant, et moi je suis perdant aussi parce que ma cote elle baisse et que je joue pas et que derrière pour retrouver un club, c'est impossible. J'ai 33 ans, c'est impossible. C'est à 33 ans, tu joues pas pendant un an. Merci, au revoir, rentre chez toi et arrête le foot. Et le coach qui m'a fait venir au Betis, au tout début, la toute première fois, qui s'était fait virer aussi pareil au bout de 2 mois, il a récupéré Alcorcón, qui est dans la banlieue de Madrid. D'accord. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, j'ai vu que tu jouais pas. Mais je dis, bah, ça tombe bien que tu m'appelles entre guillemets parce que justement, je cherche une porte de sortie. Il me faut du temps de jeu, j'ai envie de jouer. Et voilà, il me dit, bah, moi, de toute façon, je sais que je te connais, que je t'ai voulu au Betis, c'est pas pour rien, je connais tes qualités. Viens, je dis, moi, par contre, la condition, c'est juste que je garde le même salaire. J'ai ça au Betis, j'ai ça à Getafe, pardon. Je garde le même salaire et je re-signe 1 an parce que j'avais signé qu'1 an à Getafe. J'avais signé qu'1 an, donc j'étais en fin de contrat. D'accord. En janvier, j'étais en fin de contrat. Donc, j'ai dit, moi, la condition, je me mettais 1 an de sûreté de côté en plus, tu vois. Une sécurité. Voilà. Je veux ce salaire-là, c'est le salaire que j'ai à Getafe, je te demande pas plus. Mais par contre, je veux 1 an et demi, je veux pas signer que 6 mois, parce que 6 mois, tu te pètes des déchirures, tu rates 2 mois et ça y est, c'est fini, bon. Voilà. Et donc, je me fais signer 1 an et demi, il me dit, c'est bon, tes conditions, elles sont acceptées, j'en ai parlé au directeur sportif, il y a aucun problème, avec plaisir, de toute façon, je te connais, je sais tes qualités, nana. Je vais à Alcorcón, je fais 1 an et demi, ça se passe super bien, j'ai du temps de jeu, en plus des 2 Espagnes, ça joue au ballon. Ça joue, franchement, je me suis régalé, la vérité. Et voilà, j'arrive à 34 ans, lui, il part, il signe à l'Udinese. Et pareil, le nouveau coach qui arrive, ouais, un éternel, moi j'ai mes joueurs, ils sont plus jeunes, il y a aucun problème, j'ai serré la main du directeur sportif, il m'a dit merci pour tout, franchement, t'as été exemplaire, t'as passé 1 an et demi, on a vraiment rien à te dire et tout. Voilà, après, c'est les choix du coach, on peut pas. Bien sûr. Il y a aucun problème. Après, tu avais un certain âge aussi, quand même. 34 ans. C'était l'année de mes 35 ans. J'avais 34 ans, quand je finis mon contrat, et en décembre, je faisais 35 ans.
Et c'est là où tu reviens, où tout a commencé. Je reviens où tout a débuté. Je reviens à Martigues, ouais. Je reviens à Martigues. Comment ça se passe le Ben, à transfert? la base, c'était pas ce qui était prévu à la base. À la base, moi, je me donnais la chance d'un dernier challenge. Je me suis dit, À l'étranger? à l'étranger. Je me suis dit, je vais rentrer en vacances et je vais attendre que mon agent il bosse, que ce soit en Espagne, parce que j'ai quand même fait 4, j'ai quand même fait 4 ans en Espagne, donc mon nom il est quand même. Ouais, Tu aurais pu, hein. J'aurais pu retrouver une Ligue 2 en Espagne et tout, hein, ou peu importe à l'étranger, voilà, prendre un peu d'oseille, ou je vais pas te mentir, être 34 ans, Donc à la base c'est ce qui était prévu. Sauf que le seul truc que j'ai pendant l'été, c'est l'Azerbaïdjan. Oula. Voilà. Tu aurais été prêt à aller, Compliqué. Ouais, compliqué. Ouais. Compliqué. Bon, ça a l'air de fou. Avec les enfants et tout compliqué. Très compliqué. Donc du coup, je fais la reprise avec Martigues parce que le coach c'est Eric Schell, qui est de Martigues comme moi et qui m'a vu grandir, qui me connaît et tout, m'a dit au lieu de t'entraîner, en fait il a croisé mon père. Mon père est toujours dans l'histoire. Il a dit, et mon père il a dit, oh, faut il s'entraîne, et on a dit, mais pourquoi il s'entraîne tout seul? C'est un fou. Il a dit, viens. J'ai vu qu'il vienne avec nous et au moins il fait des entraînements collectifs. Et malin, il pensait déjà. C'était en CFA, là. C'était en CFA. C'est un trésor, c'est un diamant. Exactement. Il avait déjà compris son truc, tu vois. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé, c'était juste pour m'entraîner à la base. Je m'entraînais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Sauf qu'on arrive en début septembre. Et à part l'Azerbaïdjan, j'ai rien de concret sur la table. Ok. Et je me dis, j'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans. Tu vas faire quoi, bien sûr. Je fais quoi? Je vais attendre 6 mois, 1 an sans jouer. Ça va quoi? Bon, tu aurais pu retrouver. Attention, j'aurais pu. Bien sûr. Mais pour trouver quelque chose derrière, c'est pas facile. Ouais. Donc, et là, il y a Eric qui me dit, ouais, ça te coûte rien de signer. Je te fais une promesse. Entre toi et moi, on est des hommes. Si t'as quoi que ce soit demain, tu casses ton contrat, tu t'en vas. Ouais, mais après, tu t'es perdu un salaire de fou, là. C'est sûr. Tu descends de, c'est ça. Étage, là, c'est un immeuble. C'est ça. Mais bon, après de ça, j'avais pas le choix parce que j'avais rien. Oui, mais tu aurais pu attendre un petit peu comme ils font. Il y a des joueurs pendant 6 mois. Mais là où il a été ils ont bon, pas le même âge aussi. Ouais, voilà. Mais là où il a été bon, c'est qu'il m'a dit, si t'as quoi que ce soit, tu casses ton contrat. Parole d'homme. Il m'a dit, on n'a même pas besoin de le mettre. Il m'a dit, tu me connais, je te connais, je t'ai vu grandir, je connais toute ta famille, ton père, tout ce que tu veux. Tu parole d'homme. Si t'as un truc, quoi que ce soit à l'étranger, je te casse ton contrat et va faire ce que t'as à faire. Et au final, il y a rien qui se passe. Et tu joues, je fais ma saison en CFA. Ouais. Ça a été assez compliqué au départ surtout. Ouais. Parce que t'arrives du haut niveau, voire du très haut niveau. Donc 4 ans en Espagne où ça joue vraiment au ballon. Techniquement, c'est exceptionnel. T'arrives avec, mentalement, encore une fois, tu as dû prendre, Après, la chance que j'ai, c'est que je suis passé par tous ces niveaux amateurs. Oui, mais tu l'as quitté il y a longtemps. Tu l'as quitté il y a longtemps. Tu reviens. Et avant de revenir, tu joues en Espagne. C'est ça. Moi, c'est surtout footballistiquement parlant. Ouais. C'est pas les conditions et tout. Tu vois, le vestiaire, pas le vestiaire. On n'a pas les kinés, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ça, je m'en fous, j'ai connu, tu vois. Sûr. Mais moi, c'est surtout en termes de qualité technique. Tu vois, t'arrives d'un pays où ça joue super bien, même en D2, ça joue super bien au ballon. Les mecs, techniquement, ils sont trop à l'aise et tout. Et t'arrives sans manquer de respect à qui que ce soit. T'as des mecs qui sont très limités, tu vois, en CFA, t'as des mecs qui vraiment, ils ont les pieds comme ça. C'est sans manquer de respect que ce soit, mais j'ai dû me réadapter. Ouais, je comprends. J'ai dû me réadapter, donc ça a été un peu compliqué au début, même Eric, il m'a fait la réflexion, tu vois, il m'a dit, ouais, je sais, faut être que, des fois, je te vois un peu baisser la tête et tout, quand il y a le 1, il n'y a pas le 2, quand tu fais une passe que l'autre rate son contrôle. Je te vois, je sais que c'est pas facile, mais faut que tu sois bon mentalement, que tu les accompagnes. Il fallait s'y attendre. Bien sûr. Et j'ai fait un travail sur moi-même. Ouais. Tu te poses des questions aussi. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça vaut le coup? Tu vois aussi. À bientôt 35 ans, est-ce que ça vaut le coup encore de jouer à ce niveau-là? Voilà. Tu te poses des questions. Et après, j'ai fait le dos rond. J'ai été fort mentalement et j'ai continué. Et qu'est-ce qui se passe ensuite avec Martigues? Malheureusement, il y a les 2 années de Covid. Ouais. Surtout que la deuxième saison, on est en mars, je crois qu'on arrête le championnat en mars et on est 5e ou 6e. Ouais. Donc on est pas loin de la montée. Malheureusement, ils arrêtent le championnat. Ouais. Et la deuxième saison de Covid, on commence le championnat et au bout de 6 journées, il a arrêté. Et au bout de 6 journées, on est 2e avec un match en retard. Donc on commençait super bien la saison. Ouais. Donc encore une fois, personne ne saura, mais je pense que cette saison-là, on était vraiment fait pour monter. C'est la 3e saison d'Eric Schell. Ouais. Il avait trouvé son 11 et même son 16. Et on était vraiment pas mal avec son 4-4 de losange. C'était, à force de répéter, c'était huilé. On a fait un super début de saison. 6 matchs, dont 1 de retard. Et on était 2e. Okay. Voilà. Et donc, malheureusement, il y a ces 2 années de Covid là. Après, en fin de saison, Eric part. Ouais. Et signe à Boulogne. Et je me rappelle, même en fin de saison, on s'en faisait que des entraînements parce qu'il y avait pas de match par rapport au Covid. Il me dit, il m'attrape, il me dit, t'es prêt à bouger ou pas, toi, encore? Et j'ai commencé à bouger. Il me dit, si je bouge, là, de club, tu viens avec moi ou pas? Et je dis, franchement, Eric, la vérité, 37 ans, je me suis réinstallé ici et tout.
compliqué. Je dis, c'est où? C'est loin, loin, loin. Il me dit, je peux pas te dire, mais t'es pas bougé ou pas? Je dis, franchement, je pense pas, la vérité. Je dis, sincèrement, non. Et en fait, il signe à Boulogne. Ouais. En fait, il signe à Boulogne. Et il y a Grégory Poirier qui arrive. Grégory Poirier qui arrive. Ça change tout, là. Que je connais pas du tout, sincèrement. Que je connais pas du tout. Jamal, il m'avait dit, le directeur sportif, Jamal Mohamed, il me dit, ouais, franchement, c'est un bon coach et tout. Il a un parcours, il est jeune, c'est un jeune coach et il a un an de plus que moi, je crois. Ouais. C'est un jeune coach qui débute et tout, mais franchement, c'est un bon coach et tout. Moi, je compte sur lui et tout, là. Il arrive. Il met les choses en place et tout. C'est très compliqué, au niveau des résultats. Les 6 premiers mois. Je me rappelle même moi, les 6 premiers mois, je me suis fait une déchirure. Ouais, déchirure, je crois, et j'ai quasiment pas joué les 6 premiers mois. J'ai vraiment très peu joué. Je me rappelle qu'il me prend en décembre, à la reprise, après la semaine de vacances, avec son adjoint. Et il me dit, Fouad, je vais être clair avec toi. Il me dit, je compte sur toi à 100%. Je te cache pas que si on perd le premier match en janvier, terminé. Clairement. Il me dit, on est sur la sellette. D'accord. Ah, il me dit clairement. Il me dit, on est sur la sellette. Il me dit, les résultats, ils sont pas au top. Ouais. De toute façon, tu le sais très bien. Bien sûr. T'as bien vu. T'as pas été énormément là la première partie de saison à cause de tes blessures. Là, t'es de retour. Je compte vraiment sur toi pour remettre un peu d'ordre, etc. et tout, et qu'on fasse une grosse deuxième partie de saison. Mais je te cache pas que si là, on perd là en janvier, on perd nos 2 matchs en janvier, c'est terminé. Et on fait 6 mois exceptionnels. On fait 6 mois où on perd qu'un match. On a 8 ou 9 points de retard sur Gol, qui est premier. Ouais. On est 8e à la trêve. On fait 6 mois exceptionnels. Incroyable. Une défaite sur toute la deuxième partie de saison. Une seule défaite. Et on monte. Incroyable. On finit premier à 2 journées de la fin. Avant la dernière journée, on finit premier. Donc là, vous montez en national. On monte en national. Incroyable. On monte en national. Et là, tu retrouves le championnat de national. Là, tu retrouves le championnat de national où t'as un peu de qualité, voilà. T'as un peu de monde dans les stades, t'as des bonnes pelouses, tu vois, le championnat national, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même énormément d'anciens clubs pro qui ont encore le statut de pro. Bah, c'est la ligue, c'est la D3, en vrai. C'est exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'antichambre professionnelle. Donc, voilà, tu retrouves du plaisir, tu vois. Je me dis quand même, j'ai une chance exceptionnelle à 38, 39 ans de rejouer, et tu joues, surtout. Et je joue en plus, ouais, je joue. Et le pire dans tout ça, le mieux dans tout ça, c'est on rate la montée à la dernière journée. Ouais, je me souviens. On se bouffe la montée à l'avant-dernière journée à Borgo, qui est dernier. Et dès ça descendu, on perd 3-0. Je me rappelle ce match. 3-0, tout le monde s'est dit, le match est arrangé. Tu sais qu'un an après, les gens me croisaient à l'aéroport ou dans la rue et tout. Ils me disent, non, sérieusement, faut la vérité. Le match à Borgo, vous l'avez donné. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte de dinguerie que vous dites. Comment tu vas dire à un groupe de joueurs où 90% des mecs n'ont jamais joué en Ligue 2. Te dire, ouais, donner le match. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Même si financièrement le club ne peut pas assurer, tu peux pas dire à un joueur qui n'a jamais joué au-dessus. Impossible. Tu peux de laisser passer une montée en Ligue 2. Ouais. C'est impossible. J'en ai passé complètement à côté. On s'est fait bouffer. Sur un synthétique, qu'on est passé complètement à côté. On a pris 3 buts. Même nous à la fin du match. Je me souviens. On avait envie de se suicider. Tu sais pourquoi je me souviens? Parce que nous, on suivait les résultats avec des amis à moi. On suivait les résultats. Et pendant qu'on jouait le match, nous on avait un 5. J'avais laissé le téléphone sur la table et je m'étais dit bon vas-y, dès qu'il y a une petite pause, je regarde un peu le score. Finalement, je regarde pas le score. On finit le 5 et tout. Et je sors, je cours, je vais voir le téléphone, je vois 3-0. Je dis c'est possible. Ouais. C'est impossible. Ah, donc je regarde un petit peu les buteurs, je regarde un peu les minutes et tout. Je me dis attends, mais il y avait tout le monde. Comment 3-0? Donc là, je commence à poser un peu des questions à des collègues et tout. Après la question elle vient, c'est normal. Ouais, il y a un arrangement, c'est pas possible. Tout le monde. Ils ont dû donner une somme. Tout le monde. Tu perds 3-0 contre une vieille équipe comme ça. Et c'est là où on s'est dit, il y a quelque chose derrière que nous, on sait pas, tu vois. Tout le monde a cru. Là, maintenant qu'on en parle, ok, je sais. Mais, mets-toi à la place de quelqu'un qui... Mais c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'en veux pas aux gens qui m'ont posé. Mais à quel moment, avant le match, je te dis, je perds 3-0? Jamais de la vie. C'est impossible. Jamais de la vie. Nous, on va là-bas, ça y est, on gagne ce match-là, on est bon. Voilà, on est champion. Non, et sauf que ça se passe pas comme on veut. On prend un but, on prend 2 buts. On pousse, on frappe la barre. Le gardien, il fait un match. Le gardien a été prêté par Dunkerque, qui joue la montée en même temps que nous. Ok. Tu imagines? Le gardien est prêté par Dunkerque, il a fait le match de sa vie. Arrêt sur arrêt, la barre, le poteau, manque l'immanquable. Tu prends des buts que t'as pas pris une seule fois de ta saison, des erreurs de fou. C'est comme ça, c'est écrit. Il y a peut-être des mecs qui se sont mis la pression. Il y a le synthétique aussi qui a joué. Eux, ils jouent sans pression, ils sont déjà descendus. Ils sont déjà en National 2. Ça fait 2 journées qu'ils sont déjà en National 2. La seule chose qu'ils veulent, c'est se montrer, faire des gros matchs pour retrouver une nationale la saison d'après. Exactement. Il y a ça, plus ça. Et après, les gens qui m'ont posé la question, je leur en veux pas. C'est normal, j'aurais été le premier à me dire ça. Là, ils ont pas voulu monter, ils ont donné le match parce que pour telle ou telle raison, il y a des choses qu'on sait pas, ou parce que peut-être la DNCG n'aurait pas accepté le budget s'ils montaient. Ouais. Mais sauf que pas du tout. On est passé complètement à côté. Mais au final, on refait une saison nationale et on monte en Ligue 2. Et voilà. Donc, au final, c'est un mal pour un bien. Exactement, alors que personne n'a cru en nous. Cette saison-là? Parce que tout le monde s'est dit,
Ils ont surfé sur la vague de la montée nationale. Ils ont fait une super saison, ils ont failli monter. Ouais. Ça va s'effondrer. Ben, nous, ils tiendront pas de moi, personnellement, j'ai pas suivi. Eh ben, voilà. Quoi, c'est bon, ils sont pas montés. Dernier match, ils perdent. Je sais pas ce qui se passe. Allez, vas-y, tu sais quoi? Je laisse. Ils montent, c'est bien. Ce qu'on n'a pas suivi, arrive à la fin, on se dit, oh, Archie, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont monter, là? Non, ils vont pas monter. Ils vont à la fin. Ils vont bugger à la fin. Il y en a plein qui ont cru encore. Qui se sont dit, à la dernière journée, avant la dernière journée, ils vont encore laisser un match. Mais est-ce que on est légitime à croire ça? Non, mais bien sûr. Mais bien sûr, je leur en veux pas. Je vous en veux pas. Et c'est légitime de croire ces choses-là. Au final, vous montez. Au final, on monte. Vous montez en Ligue 2. Donc, tu retrouves encore un championnat que tu as déjà eu, mais malheureusement, il y a un nouveau coach. Il y a un mais. Il y a toujours un mais, hein. Il y a un mais, exactement. Et il y a un nouveau coach qui arrive. Non, ben ouais, malheureusement. On monte en Ligue 2, je me mets d'accord sur mon contrat en Ligue 2 avec Jamal, le directeur sportif. On repart sur une année. T'es un joueur important, t'es un joueur cadre, même si t'as tel âge, même si t'as 40 ans ou 41 ans, eh ben, même si tu joues pas tous les matchs, c'est pas grave. C'est super important pour le groupe, pour les jeunes. Ouais. Pour les jeunes, c'est super important. Tu vas encadrer le groupe, nanana. Et, pareil, je pars en vacances avec ma femme, mes enfants et tout. Et au retour, il me dit, ouais, passe au bureau demain à telle heure. Moi, je pense que c'est mon contrat, tu vois. Et le coach venait de signer. 2 jours avant, j'avais vu dans les journaux, même sur le groupe de WhatsApp des joueurs, et ouais, c'est un tel qui a signé, hein. Et en plus, le pire dans tout ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un coach que j'ai eu. Allez. C'est un coach que j'ai eu où? À Amiens en Ligue 2. Mais ma deuxième saison, ma première saison, c'est Batelli qui me fait signer. Batelli, il part après ma première saison. Et c'est lui qui arrive en... Mais la deuxième, tu joues avec lui. Mais bien sûr, je joue toute la saison. Je fais plus de 30 matchs titulaires. Ouais, mais après, il y a quand même l'aspect de l'âge aussi qui est en train de compte. Quand le coach, il arrive. Mais quand t'as eu un joueur qui a une certaine qualité, alors, oui, j'ai plus les qualités que j'avais, il y a 10 ans en arrière. Ça, oui, mais pour encadrer les jeunes. Exactement. Et que tu sais qu'il vient de faire 2 montées et qu'il a quasiment tout joué en national et qu'il a été performant et qu'il a aidé les jeunes et que le directeur sportif, parce qu'il me dit, je suis dégoûté. Mais Fouad, je lui ai dit, non, je lui ai dit, Fouad, c'est au-delà du football, il est super important pour le vestiaire, il est super important pour nous. Et quand tu sais que le mec, il te dit ça et que l'autre, il dit, non, mais ça m'intéresse pas. Alors que j'ai fait toute une saison avec lui en Ligue 2, je n'ai jamais eu un mot de travers. Je n'ai jamais eu aucun souci, ni avec lui, ni avec son staff, ni avec qui que ce soit. Tu as une discussion avec lui? Même pas. Rien. C'est ça le pire. Il aurait pu prendre mon numéro. Ouais, tu vois, prendre mon numéro, ou même quand je suis venu voir Jamal, être présent, parce que quand j'ai fini le rendez-vous avec Jamal, j'ai dit, mais il est là, le coach, comme ça, je veux le voir. Il me dit, non, il est pas là, et il est parti, je sais pas où, bref, il était pas là ce jour-là. Et j'ai hésité, j'ai dit, je fais quoi? Je prends son numéro, je l'appelle. Après, j'ai dit, non, c'est bon, c'est pas grave. J'ai dit, c'est le destin. Exactement. C'est comme ça. Et après, c'est là après, quand je vois comment ça se passe, et je me dis, en fait, au final, c'est un mal pour un bien. Je vois ce que tu veux dire. Tu as quand même esquivé un truc. Une saison galère, une saison très compliquée. Je parle avec les joueurs, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un de très, je crache pas dessus parce qu'il m'a pas gardé attention. Pas du tout. Il était déjà comme ça à l'époque où je l'ai eu à Amiens, il y a 15 ans en arrière. Humainement, il est catastrophique. Il est catastrophique. Clairement. C'est un pur coach. Je l'avais dit aux joueurs. Et je l'avais dit aux joueurs, je l'ai même dit à Jamal. Si tu le croises un jour, tu pourras lui demander. Il m'a dit, quand il m'a dit, on a fait signer un tel tout, j'ai dit, Jamal. Attention. Ah ouais. Humainement, c'est particulier. Il me dit, tu sais que j'ai eu Julien Lopez, le frère de Maxime, qu'il a eu au PFC, au Paris FC, avec qui ils en sont quasiment venus au mai. Ouais. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, Julien, il m'a appelé direct quand je l'avais fait signer, il m'a appelé direct, il m'a dit, t'es malade, t'aurais jamais dû le faire signer. J'ai dit, attention, humainement. Au final, et je me suis pas trompé. Parce qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, juste après la prépa, j'avais les mecs au téléphone, ils me disaient, Fouad, on n'en peut plus. Ils t'insultent, ils te parlent mal, ils te respectent pas. C'est catastrophique. Et c'est eux qui l'ont fait virer. C'est les joueurs qui l'ont fait virer. Il y a un joueur, je vais pas dire son nom parce que on n'est pas là pour dire des noms. Bien sûr. Mais il y a un joueur, ils ont fait une réunion entre eux quand ils ont enchaîné 5-6 défaites d'affilée au tout début de saison, là. Ils ont fait une réunion entre eux. Il y a un joueur, il lui a dit, coach, s'il vous plaît, vous voulez me faire jouer, faites-moi jouer. Vous voulez pas me faire jouer, faites pas jouer. Juste, ne m'adressez plus la parole. Je ne veux plus parler avec vous. Ne parlez plus avec moi. Voilà. Parce qu'il l'avait insulté, qu'il avait manqué de respect la veille ou... Oui, mais la direction sur ça, Mais au final, ils l'ont dit. Oui, mais bon, ça a duré quand même. Ça a duré parce que toujours pareil, t'as des histoires de contrat. Je crois qu'il avait signé 2 ans. Il avait quand même, pour un club comme Martin, il avait quand même un salaire qui était conséquent. Il y a plein de choses. C'est ça dans le football, qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et au final, je me dis que j'ai évité tout ça quand même. Donc, c'est un mal pour un bien. Tu as bien évité. Et quand je vois aujourd'hui, et ça me fait mal au cœur quand je vois aujourd'hui la situation du club. Surtout que toi, tu as commencé là-bas. C'est ça. C'est le truc. C'est ça. Moi, quand je signe la première saison avec Eric, on en parle avec un ancien joueur qui est revenu aussi cette année-là, Najim Abdou, qui est avec les Comores maintenant. Il est un peu dans l'encadrement avec les Comores, mais il est à la comparable, avec Amada Jambé. On est de la même génération. Lui fait sa carrière en Angleterre. Il revient la même année que moi, la même saison. On rigolait, on disait, te rends compte, on a connu Marty petit en Ligue 1, en Ligue 2 et tout. Imagine, si là, on arrive à faire des montées, on arrive à remonter le club en rigolant comme ça, tu vois.
Et au final, c'est ce qu'on a fait. Exactement. Tu vois. Et là, quand je vois aujourd'hui qu'ils sont Détroit, moi, franchement, ça m'arrache le cœur. Ouais, c'est dur, Ça fait de la peine. Ouais, c'est dur. C'est mon club quand même, c'est chez moi. Je suis né à Marty, j'ai fait toute ma formation à Marty. Après, toi, tu as fait ce qu'il fallait. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, mais ça me fait quand même de la peine pour le club. Ouais, c'est mon club. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si demain, l'OM est cool. T'imagines? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, après, c'est le destin. Exactement. Quand tu fais pas les choses correctement, tôt ou tard, ça te rattrape. Non, ça se rattrape, exactement. Et tu finis à Istres où, tu joues actuellement. Donc, tu nous as fait l'honneur de nous ramener ce beau maillot. Donc, comment ça se passe là? Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. Sixième, là. On est, sixième, je crois. Ouais, j'ai vu, là, vous jouez, là, on va demain à Bobigny. Bobigny. Sur Saint-Étienne. C'est dernier, ça va pas être facile. C'est pas tableau. Ouais. Mais ça va pas être facile. C'est jamais facile. Ils viennent de changer de coach en plus. Ok. Et quand il y a un changement de coach, je connais, les joueurs, ils veulent se montrer, ils veulent tout donner. Donc, puis c'est un contexte particulier. Apparemment, il y a énormément de monde. C'est un peu ambiance, je pense, un peu ambiance quartier. Ouais, tribune. Ça va être, voilà, ça va être un peu chaud, je pense. Ouais. Mais, bon, tu as l'habitude, toi. Oui, oui, j'aime pas, mais et du coup, après Istres, qu'est-ce qui se passe? On va où? On fait quoi? Après Istres, on verra. Après, franchement, sincèrement, on me pose la question des fois, quand je joue jusqu'à quel âge? Je me pose pas de questions, en vrai. Tu tiens, hein? En vrai, ça va. Franchement, ça va. Là, je reviens, il faut que je revienne physiquement, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas joué, à cause d'une suspension et surtout d'une déchirure au mollet. Ouais. Donc, faut que je retrouve le rythme physiquement. Ouais. Je pense que ça va se faire, Mais toi, tu as encore envie de revenir, tu as encore envie de jouer, la fin, elle va pas partir, là. Pour l'instant, j'ai faim. J'ai encore faim. Même les entraînements, quand tu vas, tu as toujours envie de t'entraîner. Même les entraînements, j'ai fait une interview il y a pas longtemps, je disais que malheureusement, il y a pas un jour où j'ai pas une douleur quelque part. Mais ça fait partie du jeu. C'est soit je me dis j'arrête parce que j'en ai marre d'avoir mal, ou soit je fais avec, je fais mes soins, je m'échauffe bien, je fais le kiné, je fais ce qu'il y a à faire. Et pour l'instant, ça fonctionne bien, mais je me pose pas de questions. Je finis ma saison en Istres. Si ça s'est bien passé et qu'ils veulent me prolonger, avec plaisir. Si ça s'est pas bien passé ou qu'ils veulent pas me prolonger ou que moi je veux pas prolonger, eh ben, j'arrêterai, c'est pas un problème. À 42 ans, je vais pas... il faut penser à l'après-carrière. Oui, bien sûr. Du coup. Compliqué. Franchement, c'est compliqué. Tu te vois coacher ou pas? C'est compliqué. Parce que, non. Non, parce que c'est un milieu très compliqué. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. Encore une fois, c'est tu as eu beaucoup de coachs. Tu sais comment ça se passe. C'est très compliqué. Dur de coacher. C'est très compliqué. Et j'en parle même des fois avec Zaki, là, mon coach actuel. Je lui dis, je lui dis, des fois, prépare-toi, parce que émotionnellement, mentalement, pardon, c'est très compliqué. Et puis c'est un milieu de renards, c'est un milieu où il faut savoir mentir, c'est un milieu où il faut savoir un peu des fois entourlouper. Et moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue. Moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Donc après, des fois, je me dis peut-être avec les enfants. Mais il y a aussi un autre problème avec les enfants, c'est qu'il y a les parents. Moi, actuellement, je suis coach. Et moi, je suis passé par les parents très, très compliqués qui... Mon fils, il peut jouer que là, il peut pas jouer là. Pourquoi tu l'as fait jouer là? Pourquoi il a pas tiré le penalty là? Moi, j'ai eu des problèmes. C'est vrai que c'est très compliqué, coach. Moi, je peux pas, tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde, la patience. Mais bien sûr. Moi, c'est compliqué. Tu as la patience avec les parents. Avec les enfants, j'aurais la patience, c'est pas un problème. J'ai des enfants, je sais ce que c'est. Ils sont en apprentissage, ils ratent des trucs. Nous, en pro, on rate des trucs. On voit les enfants, ils vont pas rater. Mais les parents, j'aurais pas la patience, tu vois. Donc, des fois, je me dis peut-être avec les jeunes. Mais tu vois, j'ai ce truc-là des parents, quand des fois, je vais voir des matchs d'enfants, et j'entends parler sur le côté, ou crier. Non, c'est très dur. Je me dis, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Franchement, c'est pour ça que, je sais pas. Après football, on verra. Je me suis lancé un peu dans le paddle, là, il y a pas longtemps. Ouais. Alors, c'est comment? Ça va. Franchement, c'est sympa. C'est bien, hein. Franchement, c'est sympa. C'est dur au début, hein. C'est dur au début parce que j'ai jamais fait de sport de raquette. Ouais. Mais, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que t'as l'impression de progresser rapidement. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. Après, j'ai la chance d'avoir ma femme qui a été, au tennis pendant tant d'années, qui a un très bon niveau au tennis, donc, un bon joueur de tennis, c'est un très bon joueur de paddle. C'est pour ça. Elle est très, très forte au paddle. Voilà. Donc, du coup, elle me guide, elle m'explique comment le placement, comment gérer et tout. Et franchement, après, c'est ma femme, donc elle me dit que je m'en sors pas mal. Mais bon. Ouais, mais après, quand même. Pas me dénigrer, mais ouais, non, franchement, c'est simple. Bien, ouais, moi, je joue de temps en temps. Et quand je vois qu'il y a énormément je comprends pourquoi il y a énormément de footballeurs qui s'y mettent. Franchement, c'est plein boom. Franchement, tu n'as pas besoin de trop te déplacer. Tu vois, même si tu as des mal au genou, tu as des douleurs. Tu es dans ta petite zone, tu respectes ton truc. Non, ça demande pas trop d'efforts physiques, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est du plaisir. Ouais, c'est ça tue. Ouais. Tu n'as pas de section particulière. C'est du plaisir. C'est que du plaisir. Bah, écoute, c'est super. Je me suis régalé. Franchement, c'était plaisir partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. Franchement, merci pour l'invitation. Non, ça fait plaisir. Moi, je suis très content. Franchement, on a tout retracé, hein. Franchement, j'ai bien révisé. Ça va, j'ai bien révisé. Ouais, franchement, ouais. Hein? T'as fait du bon boulot. Super. Tu m'as même remémoré des trucs dont je me souvenais pas. On a bien bossé. On reçoit des personnes qui ont un bon parcours atypique, donc voilà, on se doit d'être sérieux et montrer que voilà, on fait plaisir. Des bonnes choses. On va passer aux questions de fin. On va te poser des petites questions. Voilà, il reste 2 petites minutes. Donc, on va te poser des petites questions et après, on va finir tranquillement. Je vais te laisser tranquille. Donc, alors, on va passer à la première question. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Avec lequel j'ai joué, sans hésitation, Riyad Mahrez.
Ah ouais? Ouais, avec qui j'ai joué sans hésitation. Ouais. Ouais. Il y a pas de... Riyad, c'est tout ce que j'aime. Ouais. C'est tout ce que j'aime. Je joue en première ligue ou en sélection comme je joue dans mon quartier. Ouais, exactement. En fait, on a tous le même avis sur C'est tout lui. ce que j'aime. C'est un truc de fou. C'est tout ce que j'aime. Quand je le faisais avec Leicester. Quand je le voyais des fois, ouais, que ce soit avec Leicester, même avec Manchester City, tu vois. Je dis, mais en fait, le mec, il joue comme s'il était dans son quartier. Il a aucune pression. Il a zéro pression. Contrôle, crochet, pied droit, pied gauche, et puis il est efficace. Ouais. Tu vois, t'as des mecs qui vont te faire des guerriers, tu dis, ah, c'est bon, il est là juste pour vous régaler, Ouais. amuser la galerie, régaler le public. Non. Lui, c'est crochet pour faire un stand derrière et donner un but. C'est crochet pour mettre un enroulé dans la lucarne. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est le contrôle externe, là, sa spéciale quand elle arrive, ça contrôle externe. Et c'est parce que c'est spécial. Il fait pas ça juste pour régaler. Mais c'est parce que ça marche tout le temps. Exactement. Ça, son contrôle, il est exceptionnel. Ça prend toujours exceptionnel. Donc, oui, sans conteste, Riyad. Ok, super. Alors, avec quel coach tu as le plus appris? Philippe Montagnier et son adjoint, j'oublie pas son adjoint qui a été super important, Michel Troin, dont on parlait tout à l'heure. Valenciennes. Non, Cannes. Michel, c'était mon coach à Cannes et après à Valenciennes et à Rennes. Valenciennes et Rennes. Okay. Philippe Montagnier et Michel Troin. Alors, je vais te poser une question, il faut que tu répondes vite. OK? Je veux pas que tu réfléchisses trop longtemps. OK? Gagner une Coupe d'Afrique avec l'Algérie ou une Ligue des Champions avec l'OM? Coupe d'Afrique. Ah ouais? Ouais, Coupe d'Afrique. Ah putain, j'aurais dit Ligue des Champions. Ouais, Coupe d'Afrique. Ligue des Champions? La nation. Ouais. L'Algérie. Ok, bon. Peut-être tu m'as surpris, je pensais vraiment que tu allais répondre à la Ligue des Champions. Alors, quel est le plus dur? Être relégué en Ligue 2 avec l'OM ou perdre une finale de Cannes? Ouf. Relégué en Ligue 2 avec l'OM, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Wow. Eh oui. Je pense que le plus dur serait relégué en Ligue 2 avec l'OM. Ah ouais? Ah ouais. Je te parle mentalement, moi. Ah, mentalement? Ça veut dire que là, tu perds une finale de Cannes ou tu es relégué en Ligue 2 avec ton club de cœur. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ça l'a fait mal, hein. Ouais, parce que mentalement, moi, je pense que mentalement, une relégation en Ligue 2 avec l'OM, c'est, bon, je t'en remets pas. Attends, mais tu fais partie de ceux qui ont fait descendre le club, hein. Ouais, non, tu t'en remets pas. Donc? Je t'en remets pas. Ouais, relégation en Ligue 2 avec l'OM. Okay. Je pense qu'une canne, ça doit être horrible de perdre une finale de canne, mais je pense que tu peux t'en remettre. Mais une relégation de Ligue 2, en Ligue 2 avec l'OM, non, tu t'en remets pas. Ok. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est bon, j'accepte, c'est accepté. Bon, dernière question. Donc, fais-moi ton 11 de légende, toute génération confondue, donc avec un coach, une compo, donc un dispositif, et un 11. Je t'écoute. Okay. Le coach. Alors, le coach, je vais prendre, par rapport à ce que j'aime voir et ce que j'aime faire, je vais prendre Pep Guardiola. Ok. Parce que football total. C'est le football que c'est le football que j'aime, c'est le football que je prends. Ok. Donc je vais prendre Pep Guardiola. Ok. Après, dans les buts. Dans les buts, ouais. Par rapport au football que j'aime, je vais prendre Neuer. Parce que c'est lui qui a révolutionné le jeu au pied des gardiens. Mm-hmm. Donc j'ai besoin, d'un gardien qui soit super fort au pied. Ok. Pour les relances. On repart toujours court. Ok. Après, dans l'axe, je vais mettre Sergio Ramos. Et je vais mettre, une force tranquille et l'intelligence, Thiago Silva. Ok. Parce que Sergio Ramos, c'est plus, Thiago Silva, c'est le placement. Voilà, Thiago Silva, c'est plus l'intelligence. Pour avoir joué contre les deux, je sais un peu comment il fonctionne. Et c'est Sergio Ramos, c'est plus dans l'agressivité. Okay. Et l'autre, c'est plus le cerveau, on va dire. Ok. À droite. À gauche, Marcelo. Ouais. Je réfléchis pas. Ouais. Tu as joué contre lui? J'ai joué contre lui, donc je réfléchis pas. Ok. Je sais ce que ça peut donner. À droite, je vais mettre Dani Alves. Ouais. Tu restes dans les standards. Ouais. Dani Alves. Je reste sur ce que j'aime. Ouais, je reste vraiment sur ce que j'aime. Milieu, tu joues comment? Au milieu, bah alors tout dépend. Déjà, là, je suis parti à 4 derrière. Tu peux faire 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4 de losange. C'est ça. Je te mets Xavi devant la défense. Ok. Je te mets Xavi devant la défense, encore une fois, pour rester sur ce que j'aime. Ok. Parce que c'était un ordinateur. Ouais. Toujours comme ça, à droite, à gauche, à regarder, et 0 perte de balle, et c'est exceptionnel. Je vais mettre Iniesta avec lui. Ok. Parce que les deux, là, ils m'ont fait rêver. Bien sûr, c'était du Barça, c'était magique. Donc, je vais partir avec 2. Ah, tu pars avec 2? Ouais, je pars avec 2. Ok. Je vais jouer avec un 10 parce que tu as kiffé ce poste. Parce que c'est mon poste, qui est en train de disparaître, malheureusement. Et en 10, je vais pas hésiter une seule seconde, je vais mettre Zidane. Ouais, je savais que tu allais dire. Voilà.
Parce que j'ai grandi avec lui, Ouais, parce qu'il m'a fait rêver, tout Mhm. simplement. Hein. Je suis génération Zidane. Ouais. Quand je vois qu'aujourd'hui des petits ils sont en génération Zidane alors qu'ils le voient que sur des vidéos, alors t'imagines nous qui avons Non, grandi lui, avec ça. c'est Donc je vais partir avec un 10, donc là il me reste les deux sur les côtés et l'attaquant. l'attaquant, c'est ça. Donc je vais mettre Messi à droite Ok. pour rentrer sur son pied gauche. Ouais. Donc là, tu hésites sur à gauche, là? Ouais, j'hésite. Cristiano. Et qui? Mais le truc c'est que Benzema je vais le mettre devant, c'est sûr et certain. Ah ouais? Oh oui oui. Ah oui oui. Benzema, je sais qu'il y a R9, je sais qu'il y en a plein, Ouais. mais moi Benzema. Ah ouais. Ah ouais, moi Benzema c'est la définition du football. D'accord. Pour moi football Benzema Ok, ça va ensemble. Ok. Donc ouais, je vais mettre Cristiano à gauche et Benzema devant. Ouais, c'est ça. Ça fait Ok. 4-2-3-1, ouais, c'est ça. Ok. Donc il n'y a pas de Ronaldinho, il n'y a pas de R9. Et non, ils ont pas joué. C'est exceptionnel, hein, Ouais. mais Quand même R9. ouais, je sais. Donc, tu mets vraiment Benzema Ouais, je devant mets R9. Benzema devant Incroyable. Bah écoute, Et c'était ton 11, on accepte avec le coach Pep Guardiola. Donc bah écoute, c'était tout pour moi. Donc voilà, je me suis régalé personnellement. Je te Merci remercie beaucoup. encore une fois Merci à d'être toi. venu, d'avoir pris le temps, pardon, de répondre à toutes mes questions. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, régal. Franchement, merci à toi, ça fait plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Savoir qu'une personne avec un parcours atypique comme le tien, qui n'a jamais lâché, hein, qui est la preuve que le mental c'est très important pour un footballeur. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette émission. Je vous remercie en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci. Nickel frérot. Hein. Impeccable. Et au top, hein. Top, ouais. Coach, tu as du Benzema frérot. C'est. Tu me l'as du Benzema. Mais moi, c'est. R9, mais il a pas joué. Non, tu sais que c'est le premier attaquant auquel j'ai pensé, c'est vraiment. Ronaldo ahí en medio metro, busca el envío hacia la frontal del área el jugador brasileño. Primer destello.